une production du Studio SF. Re-bienvenue à Science Radio, le podcast où j'explore les grands mystères de la science et de la santé humaine en compagnie de scientifiques et de personnalités publiques. Je m'appelle Myriam Baudry et je suis nutritionniste. Ce projet est rendu possible grâce au soutien des fonds de recherche du Québec et du scientifique en chef. Et si, comme nous, vous êtes passionné par la science, vous aimez suivre l'actualité scientifique et déboulonner des mythes au quotidien, eh bien, faites comme nous et allez suivre le scientifique en chef sur ces différentes plateformes. Aujourd'hui, on parle de cycle menstruel et de contraception. J'ai été accompagnée de Dr. Hélène Lavoie, qui est médecin endocrinologue se spécialisant dans le domaine de la reproduction, ainsi que Romane Geoffrion, une membre précieuse de la famille du Studio SF. Ensemble, on définit ce que c'est le cycle menstruel, qu'est-ce qui se passe au cours des différentes phases, qu'est-ce qui est normal, anormal. On parle aussi des différents moyens de contraception qui existent, allant de la pilule contraceptive au stérilet hormonal sans hormones, ainsi que de leurs différents effets sur la santé. Bref, c'est un épisode super enrichissant où on vient défaire beaucoup de mythes qui circulent au niveau de la santé hormonale et féminine. Et sincèrement, je crois que c'est un épisode qui, oui, est hyper pertinent pour les femmes, mais aussi pour les hommes afin de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps des femmes au quotidien. Sans plus attendre, je vous laisse apprécier l'épisode. Bonne écoute! Bon matin, Dr. Hélène Lavoie, Romane Geoffrion. Comment allez-vous, mesdames? Ça va très bien, et toi? Ça va bien, merci. Romane, membre de la grande famille du Studio SF, mais aussi une sportive dans la vie, avec qui j'ai déjà eu des belles discussions sur le cycle menstruel et la contraception, qui est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là ce matin. Mais merci à toi de m'accueillir. Et Dr. Lavoie, vous êtes endocrinologue de la reproduction. Pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec le travail d'un endocrinologue et encore plus de la reproduction, voulez-vous me parler un peu de votre travail, de quoi a l'air votre quotidien de médecin? Moi, je suis passionnée par les hormones. Donc, un endocrinologue, c'est un spécialiste des hormones. D'abord, comment ça fonctionne normalement dans le corps, puis le remplacement. Puis moi, la reproduction me passionne aussi, aider les gens à avoir une famille le plus naturellement possible, hein? Faire des remplacements physiologiques d'hormones aux hommes, aux femmes pour leur permettre d'avoir une fertilité normale. Mais moi, ça couvre tout, en fait. Ça couvre de l'induction de puberté jusqu'à le cycle menstruel, la reproduction, la ménopause, puis aussi la dysphorie de genre, donc les gens qui vont changer de sexe. Mm-hmm. Oh, c'est super intéressant. Donc, c'est très large, puis c'est très, très intéressant. Oui, puis ça couvre vraiment tous les cycles de la vie. Donc, autant de la puberté, les règles à l'âge adulte, la préménopause, ménopause et tout ça. C'est vraiment très chouette. Oui. Excellent. Romane, toi, justement, on en parlait avant que ça débute. Je te demandais, toi, c'est quoi ton expérience avec ton cycle menstruel, la contraception? Quel genre de questions tu avais en tête en arrivant ici? Mais j'ai plein de questions, j'en ai récupéré de mes amis, donc j'ai bien hâte de savoir un peu quelles sont les réponses. Puis moi, le rapport à mon cycle, il est quotidien, parce qu'on est quand même... Ça prend quand même du temps dans le mois, je trouve, entre le SPM qui dure tant de temps, les menstruations qui durent tant de temps, puis l'approche, essayer d'anticiper... même la charge mentale des protections, d'aller en chercher... Enfin, tout ça a quand même vraiment son lot de difficultés au quotidien. Donc, c'est quelque chose, en tout cas, qui m'intéresse. Donc, tout savoir. Puis, je trouvais ça chouette parce que, tu sais, toi, justement, ça parle beaucoup. Tu dis que c'est au quotidien que tu y penses. Puis, quand on comparait, nos méthodes de contraception respectives, moi, je te disais, j'ai un stérilet hormonal depuis 6 ans. Toi, tu as un stérilet en cuivre. Donc, toi, ça prend beaucoup plus de place dans ton mois, alors que moi, de mon côté, on dirait que ça fait 6 ans que j'y pense pas, que je sens parfois les petites fluctuations de mon cycle, mais j'ai pas mes règles. Puis, ça me va très bien comme ça. Puis, donc, c'est vraiment intéressant de voir la différence du rapport, justement, que les femmes peuvent avoir avec leur cycle. Docteur Lavoie, vous, qu'est-ce que vous observez de façon générale dans votre pratique quand des jeunes femmes viennent vous voir qui ont des questions sur leur cycle menstruel? Est-ce que vous avez l'impression, parce que là, on a comme deux opposés pour le rapport au cycle? La première chose que j'observe, c'est que les femmes manquent d'informations sur leur cycle, sur leur physiologie à elles-mêmes. Puis, ils n'ont pas toujours non plus les bonnes informations sur les méthodes de contraception possibles. Donc, on a un gros responsabilité d'enseignement à ces femmes-là
Parce que c'est vraiment ça que je vois. Un manque d'information sur comment fonctionne leur corps. Même au niveau de la fertilité, c'est quoi ton pourcentage de chance d'être fertile à chaque mois? Les gens s'imaginent 100%. Je pense qu'il y a beaucoup de désinformation aussi amenée par les réseaux sociaux, par les pères, par la mère, par la grand-mère, qui va dire « t'es très fertile quand ta température est haute », alors que c'est absolument pas ça. Donc, moi, je pense, première chose, c'est qu'est-ce que tu sais, puis qu'est-ce que tu veux. Puis souvent, ils ne connaissent pas tous les choix non plus. Quand on leur amène les choix ou quand on leur explique les bénéfices ou les risques, là, ils sortent du bureau comme « Mon Dieu, je ne savais pas tout ça. J'en ai appris. » Puis, tu sais, nos consultations sont quand même limitées dans le temps, mais c'est ça. On prend le temps qu'il faut. Moi, je pense que c'est super important pour une femme de connaître son corps, comment ça fonctionne, puis de prendre aussi la bonne décision pour elle à ce moment-là, parce que ça va évoluer dans sa vie. Puis on parlait tout à l'heure, il y a des femmes qui aiment être menstruées. Elles veulent, pour elles, ça les rassure, c'est normal. Mais il y en a d'autres qui disent, bien, si je peux m'en passer, je vais m'en passer. Mais les façons qu'on a de se passer de menstruation, par exemple, votre stérilet à faible taux d'hormones, ça, c'est pas dangereux du tout parce que votre cycle continue de fonctionner normalement. Mais quand je donne la pilule contraceptive en continu, 4 semaines sur 4, là, je suis au-dessus de la normale des hormones. J'empêche tout mon système de fonctionner. Je suis plus menstruée, mais j'expose les femmes à 1 semaine de plus par mois d'hormones, ce qui n'est pas du tout la normale. Puis à long terme, on n'a pas d'études de recul aussi longues que la pilule qu'on donne classiquement 3 semaines sur 4 avec 1 semaine de repos pour avoir les menstruations. Donc, pas avoir de menstruation, de quelle façon? Qu'est-ce que ça implique? Ça, c'est toutes des choses qu'on va pouvoir couvrir. Puis quand vous nommez justement la désinformation, moi, c'est beaucoup une des choses qui m'a motivée à dédier un épisode de la 2e saison sur ce sujet-là parce que je voyais justement tellement d'informations contradictoires en ligne. Puis, je me suis un peu intéressée aussi à revenir à l'histoire de la contraception au Québec. Et ça m'a un peu choquée. Puis c'est ça, avec Romane, qu'on dit aussi que des fois, on est jeune, on est dans la vingtaine, trentaine, puis on est né, nous, alors que la contraception, mais c'était pris pour acquis, dans le sens que je me suis jamais posé la question si j'y avais droit ou non, alors que au Canada, la prescription de la pilule à des fins contraceptives a été illégale jusqu'au 1er juillet 1969. Ça fait même pas 60 ans que les femmes ont accès à ça. Donc, même si ça demeure un choix qui est totalement personnel, je trouve ça important de rappeler que la contraception, ça a été un droit qui a été durement acquis pour les femmes. Et si on choisit de le balayer du revers de la main pour toutes sortes de raisons, mais c'est hyper important que ce soit un choix qui est éclairé et non motivé par la fausse information. Donc, merci de venir prendre le temps de faire la lumière sur tout ça. Et pour commencer, avant justement de parler de la pilule contraceptive et tout ça, c'est tous des sujets qu'on va aborder. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui se passe lors d'un cycle menstruel? Donc, lors des différentes phases, on sait que généralement, un cycle va durer en moyenne 28 jours. Ça peut être un peu moins ou un peu plus selon les femmes. Mais qu'est-ce qui se passe chez quelqu'un, justement, qui n'a pas de contraception, c'est ça, au cours d'un cycle menstruel? Un cycle menstruel, la durée normale, c'est entre 25 et 35 jours. Puis vous avez raison, la moyenne, c'est à peu près 28 jours. Mais ça, c'est dans notre vingtaine. C'est la période, c'est les 10 ans où on est le plus régulière. Mais on n'est pas des horloges aux 28 jours. Donc, en général, on a une moyenne plus ou moins 3 jours. Donc, quand je demande aux femmes, avez-vous des cycles réguliers ou irréguliers? Elles me disent, oh non, moi, je suis irrégulière. Ça varie de 27 à 32, ce qui est tout à fait normal. Alors, on n'a pas toujours exactement la même durée, mais tout ce qui est entre 25 et 35, 99% du temps, c'est des cycles qui sont ovulatoires, donc normaux. Le cycle se divise en 2 parties. La première partie, la phase folliculaire, puis la deuxième partie, la phase lutéale. Et là, où ça commence, où ça finit, il a fallu choisir une date ou un jour parce que, dans le fond, c'est un processus qui est en continu tout le temps. C'est pas quelque chose qui arrête complètement puis ça repart. Non, notre ovaire est toujours en train de préparer des ovules, puis on en perd 1000 par mois, beau temps, mauvais temps, par mort cellulaire programmée. Peu importe si on prend la pilule ou pas. Peu importe si on est menstrué ou pas, peu importe si on ovule. Donc, c'est un processus continu. Alors, on a décidé que le premier jour de saignement, ce serait jour 1 du cycle. Fait que jour 1, c'est ça. Puis là, si vous comptez jusqu'à votre premier jour des prochains saignements, bien ça, c'est votre durée de cycle menstruel. Puis le jour 1 des saignements, bien, c'est le premier jour de la phase folliculaire. Donc, quand on saigne, quand on est menstrué, c'est parce que nos hormones ont baissé drastiquement.
C'est ça qui fait décoller l'intérieur de l'utérus, l'endomètre qui saigne. Donc, c'est le moment du cycle où on a le moins d'hormones, dans le fond, quand on est menstrué. Puis là, les hormones vont remonter pendant la phase folliculaire, puis c'est ça qui va permettre la formation d'un ovule mature. Et puis, après ça, vous avez l'ovulation qui dure, en fait, 1 seconde, même pas. Les gens me demandent, c'est quand est-ce que j'ovule exactement pour avoir un bébé? Je dis, bien, on s'en fout, là, c'est 1 seconde, t'es fertile 1 semaine par mois. T'sais, on va plutôt parler de ta semaine de fertilité. Donc, ensuite, il y a l'ovulation. Puis après l'ovulation, commence la deuxième phase, qui est la phase lutéale. Donc, ça, c'est la phase où l'ovaire puis le corps de la femme se prépare à être enceinte, potentiellement. Donc, l'ovaire a rupturé le petit follicule qui a libéré l'ovule, ça va se transformer en corps jaune. Le corps jaune va sécréter la progestérone pendant la phase lutéale. C'est ça qui est responsable du syndrome prémenstruel. Ces femmes vont des fois ressentir des effets négatifs de cette montée de progestérone-là. Puis le corps jaune, sa durée de vie, c'est 14 jours. Après 14 jours, si vous n'êtes pas enceinte, il s'auto-détruit, toutes les hormones chutent, on est remenstrué. Si on devient enceinte, c'est l'hormone de grossesse qui va venir stimuler le corps jaune à continuer les hormones pour le début de la grossesse. Donc, c'est pour ça que si on n'est pas enceinte, il n'y a pas d'hormones de grossesse, le corps jaune s'autodétruit, le progestérone chute, estrogène chute, on repart à zéro. OK, c'est toutes les hormones qui chutent. Estrogène, progestérone, drastiquement. OK. Oui. OK. Là, j'ai pas parlé de la LHFSH du cerveau, là, mais... Essentiellement, estrogène, progestérone, souvent, c'est celle qu'on entend. C'est celle qu'on entend, puis c'est celle qu'on ressent. Je pense pas qu'on ressent la LH puis la FSH, là, mais l'estrogène, la progestérone, on la ressent. Puis on parle de ressenti. C'est incroyable comment est-ce que des femmes ne sentent absolument pas leur variation hormonale. Ouais. Ils ont le cycle, ils n'ont pas d'SPM, ils n'ont absolument rien. Et d'autres femmes peuvent me dire quel jour ils sont à plus ou moins 1 jour. C'est-à-dire qu'elles ressentent la montée d'estrogène de la première phase comme une bouffée d'énergie, une bonne humeur. Le pic d'ovulation, c'est l'extase. Elles sautent sur leur chum, elles ont une libido incroyable. Puis là, la progestérone monte, elles deviennent grognonnes, dorment plus, ont mal au dos. Donc, il y a des femmes qui sont misérables parce qu'il n'y a pas une journée pareille. Et ces femmes-là, il faut les suivre de proche parce que chaque variation hormonale dans leur vie va être à risque. Puis là, on n'a pas parlé des symptômes psychologiques. Ouais. Donc, il y a des femmes qui sont déprimées pendant la phase lutéale. Il y en a qui sont agressives. Puis ces femmes-là qui ressentent beaucoup les hormones vont être à surveiller en postpartum, par exemple, pour être sûres qu'ils ne font pas de la dépression. À la ménopause, dans le temps, il y a des femmes qui faisaient des dépressions majeures. Puis quand on n'avait pas les antidépresseurs, moi, j'en connais, c'est pas si loin que ça, là, 2 générations de nous qui ont été à l'hôpital psychiatrique pour des dépressions post-ménopause parce qu'on n'avait pas de traitement dans ce temps-là. Fait qu'il faut faire attention, mais moi, ça me fascine comment est-ce que le ressenti hormonal n'est pas pareil. Donc, on ne peut rien généraliser. Chaque personne est différente. Celle qui sent rien, on la laisse tranquille. Celle qui ressent tout, bien là, il va falloir faire attention à nos dosages, qu'est-ce qu'on y donne. Et est-ce qu'on sait, en fait, certains facteurs qui peuvent expliquer pourquoi certaines femmes, le cycle menstruel, ça passe un peu dans le beurre sans s'en rendre compte? Je ne le sais pas. On ne sait pas. À ma connaissance, je ne connais pas de cause ou de pourquoi. Est-ce que c'est... Des fois, je questionne la famille. Est-ce que c'est familial? Puis des fois, je retrouve des tendances, mais je ne suis pas sûre qu'il y a de la littérature très forte là-dessus. Mais mon hypothèse, ce serait génétiquement. OK. Parce que les hormones sont partout. Ils sont dans le cerveau. Il y a des récepteurs dans le cerveau. Est-ce que c'est des femmes qui ont un cerveau plus sensible à ça? Je ne sais pas. Il faut dire aussi, vous ne savez pas, mais la littérature scientifique qui s'intéresse à la santé hormonale des femmes est arrivée tard. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'était pas très à la mode d'étudier le corps des femmes. Donc, c'est un domaine pour lequel on a encore beaucoup de questions sans réponse, faute d'études sur le sujet. Il y en a de plus en plus, mais j'espère qu'on verra davantage de sciences qui viendra faire de la lumière sur tout ça dans les prochaines années. Effectivement. Et vous avez nommé différents symptômes qui peuvent survenir lors du SPM, le syndrome prémenstruel. On peut penser aux crampes dans le bas du ventre, les douleurs dans le bas du dos, les variations de l'humeur, etc. Elle est où la ligne où
c'est normal versus là, il faut que j'aille en parler à mon médecin parce que c'est pas normal. Il n'y en a pas de ligne. C'est du cas par cas. Donc, si ça vient, moi, je dis toujours, si ça vient interférer dans ta vie de façon majeure, il y a peut-être un problème, mais il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de normal. Puis, il ne faut pas aussi oublier que, mettons qu'on prend la pilule contraceptive, on n'ovule plus, donc il n'y en a plus de SPM. Mais il y a des femmes qui nous arrivent encore avec des symptômes, même sous pilule, qui disent la semaine avant d'être menstruée, j'ai des symptômes. Mais je dis, oui, mais là, tu n'ovules pas, tu as le même taux d'hormones que la semaine avant, les 2 semaines avant. Donc, des fois, c'est pas facile de départager qu'est-ce qui est causé par quoi. Des fois, les hormones ont le dos large. Il y a le caractère aussi. Je posais la question parce que j'entendais parfois des témoignages de femmes qui ont souffert de symptômes assez importants de leur SPM puis qui se sont fait dire tout le temps, c'est normal, hein, c'est ton SPM ça, et tout. Il faut pas banaliser ça. Non. Quand on consulte pour ça puis que ça vient interférer avec la vie, il faut être vraiment à l'écoute. Il faut trouver une façon de régler ça parce que la femme, elle va être misérable pendant des années. Là, ça n'a pas de sens. Oui. Ça me fait penser, moi, j'ai été sur la pilule contraceptive un certain temps, puis 2 jours dans le mois, j'avais des grosses migraines, des gros maux de tête, puis je pouvais savoir que, des fois, j'ai mal à la tête, puis je le sens que c'est bon, là, t'es fatigué, t'as pas assez dormi. Puis là, on dirait que je pouvais reconnaître que, OK, ça, c'est un mal de tête hormonal, que peu importe si je prends du Tylenol, Advil, que je fais la sieste, ça va durer 2-3 jours. Puis à un moment donné, j'avais une visite de suivi avec mon médecin de famille, qui est un excellent médecin, qui a une très bonne écoute. Puis là, je lui disais, souvent, pendant 2 jours dans le mois, je manque de l'école parce que c'est ça, j'ai des gros maux de tête. Puis là, il a fait, OK, non, mais ça fonctionne pas. Puis après, c'est ce qui a fait que j'ai changé de méthode de contraception. Puis maintenant, je n'ai plus du tout ce problème. Mais des fois, je repense, si j'avais été devant quelqu'un qui m'avait dit, non, c'est normal, peut-être qu'encore aujourd'hui, je serais là à 2 jours dans le mois, être complètement non fonctionnelle. C'est facile, en fait. La migraine est une maladie en soi aussi. Puis il y a les hormones, mais c'est facile. Si on pense que c'est les hormones, on les arrête puis on voit. Mais il faut absolument faire un calendrier. Puis idéalement sur 6 mois. Donc 6 mois, puis ensuite on arrête puis on regarde 6 mois. Puis il faut noter parce que la mémoire oublie. Mais on va le voir rapidement si c'est les hormones. On les arrête, puis on verra après qu'est-ce qui se passe. On va juste s'assurer qu'il n'y a pas de grossesse qui est désirée à ce moment-là, puis voir qu'est-ce qu'on fait en backup, simplement. Mais il n'y a pas de risque à arrêter, à reprendre les hormones, jouer avec les hormones? Est-ce que c'est... Ça, c'est... Oui. Donc, jouer avec les hormones, c'est bien dit parce qu'il y a actuellement beaucoup de gens qui jouent avec les hormones dans d'autres contextes, là. Mais j'ai travaillé avec des gynécologues toute ma vie et puis eux autres étaient un peu inquiets de arrêter, reprendre parce que les risques de thrombose liés à la pilule contraceptive, c'est surtout la première année. Donc, ils disaient, oui, mais commence pas à changer à gogo. Fait que, mais une fois, c'est pas grave, là. Mais là, si vous commencez à changer à tous les 6 mois, là, faut pas jouer, non. C'est ça, avec ça. Mais je dis toujours, quand on fait un essai aussi d'une pilule, c'est 3 mois minimum. Les femmes qui viennent me voir, qui me disent, j'ai tout essayé, combien de jours? 10 jours, celle-là. Elle, 8 jours. Bien, c'est sûr, tu as eu le pire des effets secondaires, c'est toujours le premier mois. Le deuxième, c'est moins pire. Le troisième, on devrait être bien. Mais c'est terrible, les effets secondaires qu'il peut y avoir. J'ai entendu des histoires de mes amis. C'est de la prise de poids, mais en conséquence, ou c'est de l'acné beaucoup. Puis tout ça, il faut qu'on deal avec aussi. Donc, jouer avec les hormones comme ça. Puis ça dépend de la sorte de pilule aussi. Mais tous ces tests contribuent à... La prise de poids, c'est de moins en moins un problème parce que dans nos pilules, maintenant, on a des progestatifs qui font plus de rétention d'eau. Fait qu'au début, c'est parce que ça faisait de la rétention d'eau. Effectivement, on prenait facilement 3-4 livres de rétention d'eau. OK, c'est la rétention d'eau. L'acné, encore là, c'est le progestatif, des fois, qui avait des effets androgénisants, mais c'est plus le cas maintenant avec nos nouveaux progestatifs. En fait, les pilules se sont vraiment améliorées. Ah, génial. Mais un autre point que moi, j'ai remarqué, j'ai l'impression que ça augmente l'appétit des femmes. Ça, c'est pas scientifique, pas tout. Mais il y en a qui en prennent pas de poids. Puis je leur dis quand je la prescris, faites juste attention de pas manger plus ou pas augmenter vos portions. Soyez à l'écoute de ça. Fait que je sais pas si c'est un phénomène qui est connu, là, mais... des fois, moi, dans ma pratique comme nutritionniste, ça va arriver qu'il y a des clientes qui me disent « je le vois quand je suis dans mon SPM, que là, tout d'un coup, j'ai des gros cravings et tout. » Puis après, il y a, probablement l'effet hormonal
en soi, mais souvent, quand je vais regarder les comportements, il peut avoir cet effet de « Ah, je suis plus fatiguée, j'oublie de me mettre des collations dans mon lunch et donc ça fait en sorte que la prise alimentaire est un peu plus irrégulière et ça vient contribuer justement aux fameuses rages en soirée. » Donc, des fois, c'est bon de venir voir, bon, mais OK, oui, il y a la variation de l'appétit qui peut être liée justement aux variations hormonales, mais après, de venir voir, bon, mais au niveau des comportements, le fait d'avoir une belle variété alimentaire, des collations riches en fibres, en protéines, ça, ce sont des choses qui vont toujours beaucoup aider et qu'on ait plus d'appétit ou non en raison de la prise d'un contraceptif. Donc, des fois, c'est bon de, justement, comme vous aviez mentionné, les hormones peuvent avoir le dos large, mais de venir voir, bon, OK, mais qu'est-ce qui se passe qui peut venir changer le comportement alimentaire? Donc, oui, puis on a parlé justement de la variation des hormones au cours du cycle menstruel quand il se produit naturellement. Maintenant, si on rentre dans la contraception, disons quelqu'un qui prend la pilule contraceptive, comment ça fonctionne et qu'est-ce qui se passe au niveau des variations hormonales? Il y a 2 sortes de contraception orale. Il y a celle qui est combinée, qui contient des oestrogènes et de la progestérone. C'est celle qu'on utilise en premier d'habitude. Puis on a celle qui contient juste la progestérone pour celles qui ont des contre-indications aux oestrogènes. Donc, la pilule contraceptive, comment ça fonctionne? C'est que ça vient augmenter les niveaux d'hormones qui vont empêcher l'axe reproducteur de fonctionner. Ça va inhiber au niveau de l'hypophyse la sécrétion des LH et FSH, puis de l'hypothalamus, le GnRH. Donc, c'est des hormones habituellement qui ont un rétrocontrôle négatif. Donc, en donnant un peu plus, on met tout notre système hormonal au repos et on n'ovule pas. Mais ça implique qu'on a un peu plus d'hormones dans le corps que normalement on aurait produit. Puis on enlève aussi la cyclicité. Hein, là, ça ne va pas varier à tous les jours. Là, c'est la même dose à tous les jours. Donc, c'est pour ça qu'au début, la première fois qu'on prend une pilule, on dit aux femmes, moi je dis souvent, prenez-la le soir avant de vous coucher pour avoir moins d'effets secondaires, parce que les plus fréquents, c'est la nausée. Parce qu'enceinte, c'est ça qui arrive. Nos hormones montent au-dessus de notre cycle, puis on n'a plus de cycle quand on est enceinte. Ouais. Bon, la pilule, c'est pas aussi fort qu'une grossesse, mais c'est supraphysiologique, c'est pharmacologique. Donc, ça donne mal au cœur au début, ça donne mal au sein, ça donne mal à la tête des fois au début. Mais si on a le bon dosage, souvent la personne va s'habituer puis va être très bien. Si ça persiste, on va changer de dose. On va baisser la dose, par exemple. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en ça fait, une inhibition de notre axe hormonal complet. Donc, ce que je voyais aussi quand je regardais des graphiques dans des études, on voit, par exemple, le cycle menstruel naturel, on voit les variations, l'augmentation de l'estrogène, la diminution de progestérone qui augmente, alors que quand on est sous un contraceptif oral, c'est un peu comme une ligne plate. On perd tout ça, c'est ça. Mais c'est ça la beauté de la chose. Pour celles qui sont très sensibles aux fluctuations, d'avoir la même quantité d'hormones à tous les jours, ça les apaise, ça les calme, ils nous embrassent, sont contentes, ça va bien. Puis là, après ça, il faut décider, est-ce qu'on veut être menstrué ou pas? Est-ce qu'on donne 3 semaines sur 4 ou 4 semaines sur 4? Donc, ça, c'est comme ça que ça fonctionne, la pilule contraceptive. Et là, il y a aussi d'autres méthodes de contraception. Romane et moi, on est chacun sur un stérilet différent. Quelle est la différence du fonctionnement du stérilet par rapport à la pilule contraceptive? Le stérilet avait mauvaise presse quand j'ai commencé à pratiquer. Il y a 30 ans, on donnait des stérilets seulement aux femmes après qu'ils avaient eu leurs enfants c'est vrai, pour éviter qu'il y ait des infections, des atteintes des organes de l'utérus, des trompes de Fallope. C'est plus le cas avec les nouveaux stérilets. C'est spectaculaire. Puis, si quelqu'un ne veut pas toucher à sa physiologie hormonale, à sa sécrétion endogène interne d'hormones, prenez un stérilet. On ne vient pas du tout toucher à ça. Donc, il y en a, comme vous dites, avec hormones et sans hormones. Celui qui est avec hormones contient seulement de la progestérone et comme c'est local dans l'utérus, ça agit seulement dans l'utérus. Donc, ça va empêcher l'épaississement de l'endomètre, l'intérieur de l'utérus, qui normalement donne la menstruation à chaque mois. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas menstrué. Il y aurait peut-être une petite quantité qui est absorbée. Tu sais, c'est dur en médecine de dire que ça va être juste dans l'utérus, mais au fil des années, ils ont diminué la dose dans ces fameux stérilets à hormones, qui fait que 90 % du temps et plus, ça n'affecte absolument pas votre cycle hormonal, qui continue de fonctionner. Puis ça intrigue les femmes. T'es sûre, j'ai mon cycle pareil? Oui, on peut le mesurer dans ton sang. On va mesurer ta montée d'estrogène, tout, mais t'as pas ton saignement, puis t'as une contraception.
Mais j'en ai qui m'ont dit, probablement qui ont eu un peu de passage en circulation, ils m'ont dit, j'ai eu de l'acné, je me sentais pas bien au niveau de l'humeur. Parfait, on enlève ça, on a des stérilets, pas d'hormones. Comme Romane a. Donc ça, le stérilet, pas d'hormones, c'est vraiment une contraception qui est purement mécanique. C'est un corps étranger, ça empêche le petit embryon de s'implanter, mais ça enlève rien à votre cycle hormonal, ni à votre saignement, la production de l'endomètre et tout. Puis il existe aussi, je sais pas si ça les patchs, le Nuvaring aussi, qui est un anneau aussi. Alors, il y a les patchs aussi. avec des hormones combinées. Evra, c'est estrogène, progestérone. Il y a des anneaux qui sont aussi combinés, estrogène, progestérone. Mais après ça, vous avez des injections de progestérone seule. Progestérone seule, c'est le fameux Depo-Provera. Puis on a maintenant aussi des implants qui durent 3 ans, mais c'est juste la progestérone. Il n'y a pas d'estrogène. OK. C'est pour ça que moi, dans ma tête, tout ce qui est contraception avec de la progestérone seulement, c'est un deuxième choix. Pourquoi? Parce que la progestérone va empêcher mes hormones d'être produites, donc je n'aurai pas d'estrogène autant que normalement mon corps aurait produit. Si on dit à une jeune femme qu'elle va avoir moins d'estrogène, à long terme, ça peut pénaliser sa santé osseuse et cardiaque, cardio-métabolique. Ouais. Donc, ça nous inquiète un peu, mais tu sais, c'est toujours une question de gestion de bénéfices et de risques, dans quelle situation je suis. Mais en général, les contraceptions juste avec progestérone, j'ai tendance à ne pas les donner aussi longtemps, temporaire ou, tu sais, mais c'est connu que le Depo-Provera, après 3 ans, fait une perte de masse osseuse, mais quand on arrête le Depo-Provera, la masse osseuse va se reconstruire. Mais la masse osseuse, on n'en parle pas beaucoup, mais le pic se fait vers la fin de la vingtaine, trentaine, et après, ça ne fait que diminuer de façon inéluctable. Comme les femmes vivent maintenant en moyenne 88 ans, bien, il faut garder notre masse osseuse le plus haut possible parce qu'on ne veut pas faire d'ostéoporose puis se casser une hanche à 50 ans. Là. Est-ce qu'on peut trop jeune. Juste faire un petit rappel sur les effets de la progestérone et œstrogène, la différence entre les deux? Oui. Bien, l'œstrogène, à la puberté, elle va être responsable du développement des caractéristiques sexuelles secondaires, donc la croissance des seins, la redistribution du gras chez la femme, surtout au niveau des hanches, la peau, l'épaisseur de la peau. Puis ça a aussi des effets au niveau du cerveau, sur la libido, l'attirance, c'est ça, l'appétit sexuel. Donc ça, c'est estrogène. Puis progestérone, c'est plus une hormone, comme on disait tantôt, qui est sécrétée dans la deuxième phase. C'est plus pour la préparation en vue d'une grossesse. Donc, ça va faire changer l'endomètre pour qu'il se prépare à recevoir l'embryon. Mais essentiellement, la progestérone, elle, ses effets, elle va avoir un petit peu de rétention d'eau. Ça fait que c'est des fois pour ça qu'on a mal au sein. Des petits effets au niveau de l'humeur. Des fois, ça peut diminuer l'humeur. C'est le SPM. Donc, la progestérone, c'est ami-ennemi. Là. C'est un petit peu plus double tranchant. En général, les oestrogènes, c'est plus positif chez les gens comme effet. Puis je trouve ça intéressant que vous le nommiez parce que des fois, on dirait que les hormones ont tellement une mauvaise presse, alors que l'estrogène, bien justement, vous nommez que ça a plein de fonctions hyper importantes. Même, Romane et moi, on aime beaucoup le sport. L'estrogène, c'est une hormone qui a des effets anaboliques, qui favorise la captation du calcium par les os. Donc, c'est important. Fait. C'est pour ça qu'à la ménopause, on sait maintenant que prendre un remplacement en estrogène tôt, au début de la ménopause, pendant 5 à 10 ans, ça a plus de bénéfices que de risques sur la femme et sa santé à long terme. Puis, il ne faut pas mélanger la pilule contraceptive avec l'hormonothérapie de remplacement à la ménopause. Ça, les gens, ils mélangent beaucoup ça. J'ai aucune idée. Oh, je suis contente, Romane! Parce que ça, quand on l'explique, même les médecins sont mélangés. Expliquez-nous, on démêle ça. Ouais, vraiment, on démêle ça maintenant. On a parlé que quand on donnait la contraception orale, on était au-dessus de la physiologie. C'est pharmacologique, c'est supraphysiologique. Tandis que quand je donne des hormones de remplacement à la ménopause, c'est 5 fois moins fort qu'une pilule contraceptive. C'est une goutte d'eau d'estrogène. Alors, par exemple, dans votre sang, pendant le cycle menstruel, le niveau d'estrogène va varier entre 200 puis 1500. Là, je vais vous épargner les unités. Bien, quand on donne de l'hormonothérapie de remplacement à la ménopause, on vise des niveaux entre 200 et 400.
Et souvent, même à 200, les femmes ont plus de bouffées de chaleur, sont bien, on préserve la santé génito-urinaire, moins de fuite, moins de sécheresse vaginale. Donc, c'est une mini dose. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Okay. Mais les gens confondent les deux, puis ils confondent aussi les deux à cause du cancer. Oui, parlons-en ça parce qu'il y a eu une grosse vague de désinformation cet été sur TikTok. Certains TikTokers très, très, très populaires qui avaient dit, bon, ben l'OMS vient de déclarer que la pilule contraceptive... Bien de déclarer, on s'entend, c'était en 2005. Ben oui, je sais justement. Là, je pense qu'on manquait de nouvelles. On vient de déclarer il y a 20 ans. Oh là là, on manquait de nouvelles. Là. Ça avait fait beaucoup de bruit, puis c'est dans cette période-là, justement, que j'étais pour Science Radio, puis j'ai dit, ah oui, OK, le cycle menstruel, ça, il faut qu'on... La pilule, il faut qu'on en parle. Puis ça, c'est une question qu'on entend souvent de, bon, ben on m'a prescrit la pilule contraceptive quand j'avais 14 ans. Je l'ai pris jusqu'à, je sais pas, moi, 30 ans, quand j'ai voulu avoir des enfants. Est-ce que ça a une incidence sur le risque de certains cancers hormonodépendants? Qu'est-ce qu'on sait de la Alors des là effets où de la les prise de gens, risque je à long pense, se terme? sont tout mélangés, c'était les vieilles études, ben en fait, même les études actuellement de l'hormonothérapie de ménopause. Ça, on donne ça chez les femmes après 50 ans, puis on sait que le risque du cancer du sein augmente avec l'âge. Ouais. Donc ça a été démontré, surtout dans l'étude Y, que les femmes ménopausées qui prenaient estrogène avec progestérone pour une période de 5 ans, puis dans cette étude-là, l'âge moyen était de 63 ans, avaient une augmentation du risque de cancer du sein. Très léger, mais il était là. Donc, les gens ont extrapolé ça, la pilule contraceptive. Ça n'a aucun rapport. Les femmes jeunes font quand même moins de cancer du sein que les femmes ménopausées, quoique actuellement, en général, à travers le monde, on voit de plus en plus de cancers chez les jeunes. Ouais, cancer du sein. Donc, il y a de la génétique qui n'a pas rapport nécessairement avec les hormones. Puis ensuite, les études sur la pilule contraceptive, ça aussi, ça leur sortit, ont démontré qu'il y avait une très, très, très légère augmentation du risque de cancer du sein. Mais là, on parle de 1 cas de plus sur 50 000 utilisatrices. C'est des chiffres minimes. Moi, ça m'a beaucoup intriguée. Ça ne m'inquiète pas. Moi, je pense que le cancer du sein, c'est une maladie génétique. Il y a plein d'autres facteurs. Prendre un verre de vin par jour, ça augmente beaucoup plus votre risque de cancer du sein que de prendre des hormones. Il faut comparer ça. Puis aussi avec le manque d'exercice puis l'obésité. Ça, c'est plus 27 cas, là. C'est pas plus 1 cas, là. C'est bien... Puis ça, on n'en parle pas. Alors, il ne faut pas mettre tout sur le dos des hormones. Mais moi, je suis très curieuse parce que comme je suis endocrinologue, je ne suis pas une spécialiste de la contraception. Comme je vous disais avant de commencer, moi, mon but, c'est d'aider les gens à avoir des bébés, mais les avoir au bon moment. Donc, quand ils ne sont pas en période active d'avoir un bébé, ça leur prend de la contraception. Donc, je me suis intéressée au domaine. Puis, dans ma vie, j'ai eu des femmes qui ont eu des complications, des cancers ou un ACV ou des thromboses, des embolies pulmonaires. Puis, à chaque fois que j'ai une patiente que je me questionne, est-ce que je la mets plus à risque à cause de sa condition? Bien, moi, je vais appeler le gynécologue, je vais appeler le dermatologue, je vais appeler le cardiologue, je vais appeler le neurologue. Puis pour le cancer, bien, quand moi, je suis allée me faire mes échos mammaires de femmes ménopausées, bien, j'ai posé la question à la madame radiologiste spécialiste du cancer. Je dis, vous, qu'est-ce que vous pensez de ça, la pilule, le cancer du sein? Elle dit, elle, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que les femmes qui avaient pris la pilule longtemps dans leur vie ont des seins plus denses. Ils les voient quand ils arrivent à faire les mammos puis les échos à 50 ans, puis on dit ça, c'est un facteur de risque de cancer du sein. Fait qu'est-ce que c'est par là qu'il y aurait quelque chose? Je ne sais pas. Mais s'il y a quelque chose, c'est minime pour le cancer du sein avec la pilule contraceptive. Il faut penser aussi que la pilule diminue certains cancers de façon beaucoup plus importante. Pour 1 ou 2 cas de plus de cancer du sein pour 10 000 femmes, on a 15 cas de moins de cancer de l'endomètre et cancer de l'ovaire. Cancer de l'ovaire, on ne veut pas ça, là. Non. Souvent, il n'y a c'est pas de pris symptômes. tardivement, Il n'y a pas de... C'est vraiment sournois comme maladie. Donc, la pilule, au contraire, a plus d'effet pour diminuer les cancers qu'augmenter les cancers. Donc, rassurons-nous, là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de mélange entre l'hormonothérapie à la ménopause et la pilule contraceptive. Les nouvelles études d'hormonothérapie en ménopause, celles qui prennent juste des oestrogènes, ce groupe-là, en fait, a moins de cancer du sein. C'est de là qu'est venue l'idée que la progestérone était peut-être impliquée dans le risque. Puis pour vous dire à quel point on n'est pas inquiet, les patientes qui sont porteuses de mutations génétiques, le BRCA1, ce n'est pas une contre-indication à donner la pilule contraceptive ni de l'hormonothérapie de remplacement.
La contre-indication, c'est d'avoir nous-mêmes eu un cancer du sein. C'est ça, la grosse contre-indication aux oestrogènes. Mais à part ça, là, c'est du cas par cas. Mais en même temps, si la patiente, elle ne veut pas le faire et elle est inquiète, ça dépend d'un choix personnel. Il ne faut pas rendre les gens inquiets. Mais factuellement, en ce moment, ça ne m'inquiète pas. La prise de pilules contraceptives, son effet sur le cancer est plutôt protecteur que négatif. Exactement. Et justement, quel genre de questions vous allez vous poser quand une femme est devant vous puis veut avoir recours à une méthode de contraception? Quel genre de questions vous allez lui poser ou quels sont les facteurs qui peuvent diriger le choix? C'est vraiment ses antécédents médicaux. On va juste s'assurer qu'elle n'a pas un cancer du sein, qu'elle n'a pas de saignements menstruels anormaux qu'il faudrait investiguer. Je vais prendre sa pression, être sûre qu'elle n'est pas hypertendue. Il y a des maladies du foie aussi qui peuvent faire des contre-indications, des méningions, mais des choses très rares. Mais nous, à l'histoire médicale, rapidement, on peut enlever les contre-indications comme ça. Mais c'est sûr que toutes les femmes qui commencent la pilule, moi, je prends toujours la pression, je surveille leur poids, je fais une prise de sang métabolique, ce qu'on appelle, c'est pour voir le taux de sucre, le cholestérol, parce que l'œstrogène, à ces doses-là, peut influencer, peut faire monter la pression un peu, surtout les femmes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques. Puis ça, c'est quand même 10 à 15 des femmes en âge de se reproduire qui ont ça. C'est sous-diagnostiqué, mais des fois, quand on leur donne la pilule combinée, ça peut même déclarer une intolérance au sucre ou un diabète. Donc, moi, je mesure toujours ça avant puis 6 mois après. Est-ce que vous voulez définir ce que c'est le syndrome des ovaires polykystiques pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? Ah oui, puis c'est pas facile à définir en une ligne, malheureusement. D'abord, le nom est pas bon. C'est pas des kystes sur les ovaires. C'est que des médecins avaient fait des échographies aux femmes qui avaient ce syndrome-là, puis ils ont remarqué que les ovaires étaient remplis de petits follicules, comme des grappes de raisin. Puis chaque follicule contient des ovules. Mais c'est pas des kystes. Alors, on a appelé ça polykystique, là, mais on n'a pas trouvé de meilleur nom. Ouais. Et la définition, c'est clinique, c'est 2 critères sur 3. Donc, il faut que la femme ait des cycles menstruels qui dépassent 40 jours au moins 3 fois par année. Ça, c'est pas normal. On peut sauter une fois pas ovulé, puis quand on ovule pas, ça dépasse 40 jours en général, puis ça donne pas un saignement typique. Là, quand on ovule pas, là, c'est un flot qui est moins abondant. Donc, ça, c'est le premier critère. Donc, puis ça traduit de l'anovulation. Donc, 3 fois, moins de 9 menstruations par année, c'est pas normal. Le deuxième critère, c'est avoir une manifestation clinique ou dans le sang d'hyperandrogénisme, c'est-à-dire d'augmentation des hormones mâles. Donc, ça peut être de l'acné qui persiste après l'adolescence au niveau du visage ou du dos ou du torse. Puis aussi une augmentation des poils noirs qui ne sont pas normaux, pas le duvet, au niveau de la ligne centrale, donc lèvres supérieures, menton, cou, thorax, le ventre. Puis ça, après la puberté. Fait que ça, c'est pas normal. Ça, c'est le deuxième critère. Il y a aussi l'alopécie androgénique, la perte des cheveux au niveau du récessus des tempes puis au sommet comme les hommes. Ça, c'est la troisième manifestation clinique. Donc, le deuxième critère, si la femme n'a pas d'acné, pas de pilosité, pas de perte de cheveux, on va mesurer dans son sang les 3 hormones mâles, la testostérone, androstenedione, DHEAS. Puis si une des 3 est élevée, on a notre deuxième critère. Le troisième critère, il est le moins bon, c'est l'aspect échographique. Bon, il y a 25 des femmes normales qui ont un aspect polykystique à l'écho, puis qui n'ont pas le syndrome. C'est pour ça que je dis que c'est le moins bon. Puis c'est aussi un diagnostic d'exclusion. Il faut tout exclure avec une prise de sang, les troubles de thyroïde, de prolactine, de surrénale. Donc, c'est pas simple, là, mais c'est ça le syndrome des ovaires polykystiques, mais ça atteint beaucoup de femmes. Puis ces femmes-là ont le tiers ont aussi un syndrome métabolique. Donc, plus de facilité à prendre du poids, plus de difficulté à le perdre, de la haute pression, du cholestérol, tendance à faire du diabète. Et enceintes font plus de fausses couches, plus de diabète de grossesse. OK. Donc, les femmes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques... Eux, quand on commence la pilule, on surveille plus... Mais il faudrait surveiller chez tout le monde. Oui. Moi, je surveille. Mais celle-là en particulier, là, il faut voir qu'est-ce qui arrive avec la pilule 6 mois après au niveau métabolique. Il ne faut pas leur faire du tort. OK. Mais ce n'est pas une contre-indication à la prendre, par contre. C'est juste, il y a comme un drapeau qui se lève, il y a un orange. drapeau qui se lève, parce qu'en même temps, c'est la base du traitement quand ils ne veulent pas d'enfants, parce que eux autres, ce qui les empêche d'ovuler, c'est un débalancement, trop d'hormones mâles par rapport aux hormones féminines. Bien, quand on donne la pilule, on rétablit ça. Donc, ils ont moins de poils, ils ont moins d'acné, ils ne perdent plus leurs cheveux, ils ont leur menstruation régulièrement. Ils ont l'endomètre protégé, sont à risque de faire du cancer de l'endomètre. Donc, tu sais, pour elle, c'est un traitement, la pilule. C'est pas juste une contraception.
Puis souvent, on entend beaucoup plus justement les effets négatifs que des femmes vont ressentir par rapport à la pilule contraceptive, mais des fois, j'ai l'impression qu'on oublie en fait que pour des femmes qui justement ressentent beaucoup leurs variations, justement... Il y a beaucoup d'effets bénéfiques. Il y a beaucoup d'effets bénéfiques et justement, une femme qui a un SPM très important, qu'elle soit sous contraceptif ou non, quels sont les traitements, les mesures qui existent actuellement pour venir la apaiser? base, c'est de l'arrêter d'ovuler. Le Donc, SPM, théoriquement, c'est dû à la progestérone en phase lutéale post-ovulatoire. Donc, l'arrêter d'ovuler avec une pilule contraceptive, c'est fait. Mm-hmm. Ça, c'est la chose la plus Mais efficace. il y en a qui continuent d'avoir des malaises. Fait que là, on se dit, OK, ça m'arrive d'avoir... Je suis souvent demandée en 2e, 3e, 4e opinion pour des cas qui n'ont pas répondu à rien. OK. Dans ce temps-là, je leur dis, OK, on fait la totale. On injecte un agoniste du GnRH, du Lupron. Et ça va inhiber tout le système hormonal de la femme au complet. On fait ça pendant 2-3 mois. Si elle a encore des symptômes, bien, c'est pas ses hormones. C'est d'autres choses. Ouais. Bon. C'est sûr que là, je vais induire une ménopause artificielle. Là. Fait que là, il peut y avoir des bouffées de chaleur, d'autres malaises. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on efface le tableau, là, on shut down des hormones, puis là, on va rajouter des petites doses d'estrogène pendant 1 mois ou 2, rajouter de la progestérone pendant 1 mois ou 2 pour vraiment distinguer qu'est-ce qui fait quoi. Ouais. Est-ce que c'est vraiment hormonal ou pas? Mais ça, c'est des cas limites, je dirais. Peut-être plus dans des contextes psychiatriques, parce qu'il y en a qui en SPM peuvent perdre la carte. Ça peut aller très loin, peuvent avoir des états de dissociation. Il y a eu des meurtres commis dans les phases de SPM, des cas célèbres là, qui ont été investigués à savoir est-ce que c'était dû à la progestérone ou pas. Là. Mais bon, ça, c'est excessif, mais c'est là qu'on peut, c'est ça, donner des pistes de solutions aux femmes. Et on parle aussi souvent moi, justement, dans mon travail, on va me questionner, est-ce que je devrais manger d'une certaine façon selon les phases de mon cycle? Parce qu'on cherche évidemment qu'est-ce qui est en notre contrôle. Puis je pense que c'est documenté les saines habitudes de vie, de rester active, d'avoir une alimentation variée, de bien dormir, de gérer son stress, ça demeure un pilier extrêmement important pour réduire peut-être un peu les effets du SPM parce que si on les a déjà beaucoup, qu'on dort 4 heures par nuit, qu'on mange un repas par jour, c'est certain que ces effets-là vont vraiment être amplifiés. Oui, grosse question, l'alimentation. Moi, je connais pas vraiment de recettes au niveau de l'alimentation qui vont vraiment aider le SPM. Mais on peut faire des essais-erreurs. C'est-à-dire que la femme, si elle trouve que quand elle prend moins de café ou moins de vin pendant cette période-là, moins de chocolat noir, moins de stimulants, moins d'épices, si ça l'aide, tant mieux. Puis, mais j'ai pas vraiment de recette. Puis je leur dis, suivez votre instinct. Moi, je suis très pro-alimentation intuitive. Suivre, c'est le fun de manger. Puis on mange. Qu'est-ce qu'on a le goût de manger? Arrêtez de compter toutes ces affaires-là puis de disséquer les aliments en protéines par ça. Là. Mais est-ce qu'on sait pourquoi on a faim comme ça dans certaines parties du cycle? Je sais que le SPM, là, je peux manger sans jamais m'arrêter. Ben, écoutez, j'ai pas la réponse. Est-ce que c'est la progestérone qui fait ça? C'est sûr qu'enceinte, on a faim, mais il y a tellement d'autres hormones qui sont augmentées. Puis là, on a aussi un petit fœtus qui grandit, là, qui est une éponge, là. Oui, est-ce que c'est parce que le corps travaille plus, donc... Peut-être, j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas. Moi, certaines choses que j'ai lues, je sais qu'au niveau, puis particulièrement, ça, c'est intéressant pour le sport, là, mais durant la phase de SPM, donc la phase lutéale, par exemple, si tu vas en vélo ou quoi que ce soit, le corps arrive moins bien à utiliser ses réserves de glycogène, les réserves de sucre, et il va plus se tourner vers l'oxydation des gras lors de cette période-là. Alors ça, puis c'est très préliminaire comme donnée, mais ça semblerait pointer vers le fait que, par exemple, lors de la phase lutéale, les femmes qui font des sports d'endurance bénéficieraient de manger plus de glucides lors de cette période-là parce qu'elles sont moins capables d'aller utiliser leur stock. Donc, est-ce que ça peut contribuer peut-être que, justement, à un appétit plus important, les variations hormonales qui vont avoir une influence plus importante sur l'appétit ou, comme je disais tantôt, parfois les effets indirects de je suis plus fatiguée, est-ce que j'ai moins pensé à me cuisiner des repas complets ou quoi que ce soit. La motivation aussi, si on est un peu plus irritable, déprimé, ça peut jouer. Mais bon, ça, c'est les quelques
réponses que j'ai trouvées à ce jour là-dessus, que je trouvais bien. Moi, j'ai été fouillée un peu parce qu'on me questionne quand même souvent de la curcumine, manger plus de curcuma lors de certaines phases du cycle. Le curcuma qui est une épice qui a été beaucoup étudiée pour ses propriétés anti-inflammatoires, mais il y a beaucoup d'articles scientifiques qui ont été rétractés sur l'utilisation de cette épice-là parce que la curcumine peut venir induire, en fait, si je vulgarise vraiment beaucoup, des espèces de faux positifs. Donc, on a observé des effets qu'on pensait bénéfiques, mais c'était en fait la molécule qui venait interférer avec les tests. Mais après, si manger du curcuma, c'est bon comme épice, là, c'est délicieux, puis on se sent bien, c'est parfait, mais en ce moment, il n'y a pas de données scientifiques qui justifient le fait d'aller acheter des suppléments de curcuma. Le gingembre, j'entends beaucoup aussi. Encore là, beaucoup des données auto-rapportées, donc des femmes qui ont mangé plus de gingembre et qui rapportent se sentir mieux. Par contre, la limite des données, auto-rapportées, c'est que tu as tous les autres facteurs confondants qui peuvent venir en fait brouiller. C'est une observation, c'est une corrélation, ça n'indique pas un lien de causalité. Donc, c'est ça. Sinon, certains nutriments, calcium, vitamine D, zinc, puis la prise d'un supplément de ces nutriments-là améliorerait certains des symptômes du SPM, mais seulement chez les femmes qui ont déjà une déficience. Donc, c'est sûr que si tu manques de calcium, de vitamine D, que tu viens corriger le statut, c'est bénéfique pour plein de choses, mais après, comme n'importe quel supplément, c'est pas parce que c'est un supplément que c'est sans danger, sans effet secondaire. Il faut toujours venir valider que la prise est nécessaire avant. Donc, c'est ça. Il y a pas... En ce moment, ce qui ressortait d'une revue systématique qui est en fait un résumé de plein d'études sur le sujet qui a été publié en 2024, donc quand même récente, c'est qu'il n'y a pas une intervention nutritionnelle, en fait, qui est indiquée pour toutes les femmes en période de syndrome prémenstruel. Une saine alimentation qui est variée, c'est assurément bénéfique, mais après, comme vous avez aussi dit, Dr. Lavoie, c'est beaucoup du cas par cas. Et je veux aussi peut-être nommer le fait que quand je vois, ça peut sonner intéressant puis un peu empowering aussi de se dire, je prends le contrôle de mon cycle, je mange d'une certaine façon selon les différentes phases. Si on se sent bien là-dedans, c'est parfait, mais l'alimentation est parfois déjà un facteur de stress dans le quotidien que là, de se dire, quand on parlait de la charge mentale que ça peut prendre, de justement venir gérer un peu tout notre horaire autour du cycle menstruel, ça peut aussi avoir des effets négatifs. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ça, mais après, on connaît notre corps, si on se sent bien là-dedans, c'est bien, mais scientifiquement, en ce moment, il n'y a pas un aliment ou un supplément qui est documenté pour systématiquement venir améliorer les syndromes du SPM. Donc, voilà le segment nutrition. J'ai pris l'habitude de manger de façon intuitive là, de ces derniers temps. Et parce que, comme Myriam l'a dit, j'ai beaucoup fait de sport là, cet été, cet automne. Puis, je me suis rendu compte que mon corps me demandait de manger. C'était même plus moi qui avais faim. C'était juste, je le ressentais, les cravings de sucre, les choses comme ça. Puis, depuis, mon cycle menstruel a réduit. Genre, mes saignements durent 4 jours, 5 jours. Avant, ça pouvait aller jusqu'à 10. En tout cas, bref, je ne sais pas du tout le lien que ça peut avoir, mais c'est ce que je remarque. Pour finir sur le volet alimentation, c'est ça, je dis aux gens, arrêtez de vous casser la tête, être à l'affût de nos signaux de satiété, de faim. Manger qu'est-ce qu'on a le goût, il faut que ce soit plaisant, assis à table, avec du monde. Voilà. Puis quand vous dites les bonnes habitudes de vie, là, moi, j'ajoute couper les écrans. Ah, ben oui. 1 heure de moins d'écran par jour, ça vous aide à perdre du poids de façon spectaculaire. Ça prend pas beaucoup de changements, des petits changements. Puis quand les gens me posent des questions sur les vitamines, les produits naturels ou tout ça, moi, je leur dis toujours d'être très critique de ce qu'on met dans notre bouche. C'est sûr que plus c'est non transformé, mieux c'est. Puis si on est inquiet de manquer certains aliments, parce que je vous dirais qu'on a de plus en plus de gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des aliments de qualité, je leur dis, prenez une multivitamine, un petit peu de tout pour être bien sûr. Mais au Québec, c'est rare les gens qui ont des déficiences importantes parce que les aliments sont quand même assez supplémentés, surtout les aliments de base. Ouais. Mais il reste que la vitamine D, des fois, on pourrait en avoir un petit peu plus. Ouais. Mais pour le reste, souvent, je vais suggérer une multivitamine dans le doute. Là. Puis tout ce qui est produit naturel, je me tiens très, très, très loin de ça.
parce que c'est des produits qui sont non contrôlés. Fait que quand ils vont... Les gens aiment beaucoup aller dans les magasins d'aliments naturels, produits naturels, puis ils me disent, ben oui, mais regarde l'étiquette, c'est beau, c'est prouvé. Ben ce qu'il y a dans l'étiquette, ce qu'il y a dans la bouteille, il n'y a aucun contrôle. Ouais. Puis ce qu'on trouve dans la bouteille, des fois, c'est juste des affaires pour que vous retourniez en acheter. De la caféine, d'autres choses, des hormones. Parfois, il peut y avoir des contaminants, des traces de mercure, de plomb qui vont nuire, au contraire. Voilà. Fait que moi, je dis, dépensez pas votre argent là-dedans. Allez au marché, vous achetez une pomme puis une banane, puis, tu sais, ça va être mieux placé que d'aller vous acheter des poudres. Ouais. Vous venez voir des nutritionnistes, je vais prêcher pour ma paroisse, mais j'en ai eu parfois des clientes, justement, qui se questionnent s'ils sont déficientes en certaines vitamines et minéraux. Puis déjà, avec l'évaluation de l'alimentation, parfois, j'arrive à être capable de dire, OK, non, vous avez une belle variété dans tout, ou sinon de prescrire des prises de sang, chose que certaines nutritionnistes peuvent faire, ou de référer au médecin de famille ou à un médecin s'il y a besoin d'investigation plus sérieuse, mais de prendre le temps d'aller justement consulter un professionnel de la santé. Souvent, c'est beaucoup plus rapide que de faire, de sauter d'un produit de santé naturel à l'autre. Puis merci de le nommer aussi que la réglementation sur les produits de santé naturelle par rapport aux médicaments, la pilule contraceptive, elle a été étudiée avec des études extrêmement rigoureuses. Absolument. Avant d'être commercialisé à des doses précises. Et on sait qu'est-ce qu'il y a dedans. Oui, exactement. Alors qu'un produit de santé naturelle peut être mis sur le marché sans qu'il ait été étudié, puis ça en fait la vaste majorité des cas. Donc, parfois, puis justement, avec toutes sortes d'allégations, en fait, qui peuvent sembler répondre à un besoin, mais qui, en fait, ne font pas du tout ce qui est indiqué sur l'étiquette et peuvent ne pas contenir ce qui est nommé. Mais Romane, tu as dit quelque chose de très important. Le flot avait changé. Oui. Ça m'a accroché. Oui, parlons-en. Donc, il faut aussi connaître l'évolution du cycle menstruel à travers la vie. Alors, on va être menstrué d'une telle façon pendant 10 ans, puis les 10 prochaines années, ça va être différent. Fait que des fois, le flot peut changer au fil des ans. Des fois, des femmes vont se mettre à avoir des pertes en phase lutéale, alors qu'elles n'avaient jamais eu avant. Des fois, des pertes à l'ovulation. Puis, plus on avance en âge, le premier signe de préménopause, là, je veux pas être alarmiste, là, mais c'est le raccourcissement du cycle. Donc, c'est la phase folliculaire qui va raccourcir. Donc, moi, j'avais des cycles, mettons, en moyenne de 30 jours. Je suis rendue à 27 jours. La préménopause est commencée. C'est notre premier symptôme. Mais ça peut arriver 10 ans avant d'être ménopausée, longtemps, mais c'est le premier, c'est le raccourcissement de la durée du cycle. Donc, ça aussi, les femmes ne sont pas toujours au fait qu'à partir de 25 ans, leur fertilité diminue. Ah ouais. 25 ans, wow! Le pic, c'est 25-27, là. Alors, on dit toujours 35-40, mais c'est déjà diminué à 35 puis à 40. Est-ce que 25-27, c'est un âge qui a évolué dans le temps ou ça reste toujours le même depuis? C'est intéressant. L'âge de la première menstruation, la ménarche, est de plus en plus tôt. Donc, avant, c'était secondaire 1 ou 2, 11 à 13 ans. Maintenant, c'est 4e, 5e année. Mais l'âge de la ménopause n'a jamais changé. 51 ans en moyenne, plus ou moins 10 ans. Puis on pense vraiment que ça, c'est déterminé génétiquement. Donc, quand on parlait tantôt qu'on perdait des ovules à chaque mois, peu importe ce qu'on fait, c'est ça, la perte des ovules programmés, là. Ça n'a pas changé génétiquement. C'est très, très, très fort. Est-ce qu'on sait pourquoi la date des premières règles... Bien, il y a eu beaucoup d'hypothèses. Bien, ça va t'intéresser au niveau alimentaire. On pense que ça prend un certain pourcentage de gras sous-cutané. Puis ce serait par l'hormone, la leptine, qui irait dire au GnRH, l'hormone responsable de la libération de la LHFSH, de s'activer pour enclencher la puberté. Donc, il y a eu beaucoup d'hypothèses sur l'amélioration des conditions socio-sanitaires. Et ça m'amenait justement aussi à une question pour vous. On parlait en début d'épisode de l'effet de la désinformation des réseaux sociaux. Quand on regarde en ligne des témoignages de femmes qui mentionnent à quel point leur vie va mieux maintenant qu'elles ont arrêté la pilule contraceptive, à quel point elles se reconnaissaient pas, elles avaient des effets secondaires vraiment terribles, ça donne beaucoup l'impression parfois de « ben là, mon Dieu, ma vie serait peut-être mieux si j'arrêtais ma contraception ».
Puis dans un reportage auquel vous aviez participé avec Urbania, il y a une femme justement qui disait, ben là, à force d'entendre ça, je me suis dit, ben peut-être que moi aussi, je devrais arrêter la pilule. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes filles justement qui pourraient arriver? Je pense que c'est du cas par cas. Mais si on a un doute, puis qu'ils peuvent l'arrêter, qu'ils n'ont pas besoin de contraception, arrêtez-le 6 mois, on va voir. Mais pas 2-3 mois, parce qu'il ne faut pas oublier l'effet placebo. Hein? Tu sais, ça dure au moins 3 mois. Il ne faut pas le dire, parce que les patients, après ça, ils vont savoir que... Mais bon, c'est du cas par cas. Mais j'ai des patientes, par exemple, des cas plus légers, là, plus insidieux, là, qui ont pris des hormones toute leur vie parce qu'ils n'en produisaient pas. Moi, je leur donnais le remplacement. Mais ils prenaient aussi une pilule pour l'anxiété, puis une pilule pour la dépression. Puis quand ils ont arrêté leurs hormones à la ménopause, parce que, tu sais, à un moment donné, il faut arrêter, bien, ils ont été capables d'arrêter la pilule d'anxiété et l'autre. Fait que, tu sais, puis ils me le disaient, ils ont dit, sais-tu, finalement, peut-être que c'était ça qui induisait ça. Peut-être. Peut-être aussi que c'était la vie. Tu sais, depuis ce temps-là, ils se sont séparés, ils ont fait d'autres projets. Mais quand il y a un doute, il ne faut pas prendre ça à la légère. Les effets de la pilule sur l'humeur, il y en a certaines, en fait, celles qui contenaient de l'acétate de cyprotérone, là, le Diane 35 et compagnie, eux autres, je les avisais, les patientes, pour la diminution de l'humeur. Parce que de couper les androgènes, les hormones mâles chez une femme, ça peut vraiment baisser son humeur, pas juste la libido, là, tu sais. Fait que, à surveiller. OK. Puis on voit aussi, il y a beaucoup ce courant de... Puis c'est là où des fois, quand on disait en début d'épisode, Romane et moi, qu'on a comme un rapport à notre cycle qui est différent, où il y a beaucoup, on dirait, cette tendance justement de laisser aller la contraception pour revenir à un cycle naturel, connaître son corps, se reconnecter à ses signaux. Puis, qu'est-ce que vous pensez de ce courant-là? Ben moi, j'ai pas de problème avec ça. Sauf que si la femme a besoin de contraception, ben il faut lui dire c'est quoi les autres méthodes avec le pourcentage de succès. Ouais. Parce que celle qui se reconnecte, puis j'en connais, là, puis moi, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Il me dit, moi, je me connais, je le sais quand je tombe enceinte, quand je tomberai pas enceinte. Ben je dis, voyons donc, toi, tu peux prévoir ton cycle menstruel, pas moi. Fait qu'un mois, tu peux être 28 jours. Le mois d'après, tu es 32 jours. Ben, tu es 4 jours décalés sur ta période fertile. Puis toi, quand tu commences à être menstruée, tu sais pas combien de jours tu vas être. Fait si tu veux te reconnecter à ton corps, faire la méthode naturelle du calendrier ou de la température, ben il faut que tu sois prête à assumer qu'il y a 30 d'échecs. Ah ouais. Ben c'est ça. Puis la température, est-ce qu'on peut en parler? Parce que ça, des fois, je l'entends beaucoup. C'est absolument pas une méthode contraceptive. Fait que quand j'entends les femmes qui me disent, ben moi, j'utilise le thermomètre, mais je sais quoi tu fais. Fait que là, la température, ça suit la progestérone. Donc, elle monte après l'ovulation quand la progestérone monte. Elle monte de 0,1 à 0,2 degrés. Fait que, puis la température basale, c'est la température au réveil. C'est pas obligé d'être à la même heure, mais il faut que le thermomètre soit sur la table de chevet avant de se lever, avant de parler, avant d'aller faire pipi. Il faut mettre le thermomètre dans la bouche, pas ailleurs. Il y en a qui font toutes sortes de variantes qui n'ont pas raison. Puis un thermomètre digital, c'est correct. Puis là, vous prenez votre température à tous les jours. Il y en a des fois qui ont une baisse à l'ovulation. C'est très cute, mais pas tout le temps. Puis là, quand la progestérone monte, bien là, on voit que la température monte de 0,1 à 0,2 degrés. Puis là, on regarde la courbe après, à la fin de notre cycle. Mais nous, on est fertile 6 jours avant l'ovulation jusqu'à 2 jours après l'ovulation. Bien, le 2 jours, ma température vient de commencer à monter. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va monter ma température non plus. Ah ouais. Fait que ça fait juste nous confirmer en rétrospective que oui, j'ai ovulé. Puis ça permet pour nous de voir la durée de la phase idéale en fertilité qui peut être utile de savoir. Mais c'est absolument pas un moyen de prédire si je vais ovuler ou pas. Puis toutes les applications sur téléphone sont basées sur vos cycles anciens. Dis, rentre tes cycles, je vais te calculer ça. Encore là, combien de femmes, une fois par année, leur cycle, ils ovulent pas ou il est décalé, ça fait 40 jours parce qu'ils se sont chicanés avec leur chum, se sont séparés, ils ont eu un gros examen, ils étaient stressés. C'est normal de ne pas ovuler une fois de temps en temps à cause du stress. Bien là, ça vient tout de changer vos calculs de cycle de période fertile. Fait qu'il n'y a rien de rétroactif qui peut prédire votre prochaine ovulation. Puis même les tests d'ovulation, il faudrait les faire à tous les jours que le bon Dieu amène parce qu'ils sont positifs juste une journée ou deux avant l'ovulation. Puis en plus, 5 du temps, ils ne voient pas l'ovulation.
Oups. Hein? Oups. Puis on parlait de Fait que charge si mentale. Là, pour le coup, toute une charge c'est- mentale. Donc, quelqu'un qui dit, je veux faire la méthode naturelle, calendrier, calculé, -6 + 2, bon, en général, cette semaine-là, je suis fertile, je vais faire attention. Mais il y a des risques d'échappement, il y a des risques d'erreur. Fait qu'il faut être... Puis là, qu'est-ce que tu fais si t'es enceinte? Moi, j'en parle tout de suite. Es-tu à l'aise avec une interruption volontaire de grossesse? Ben oui. Vas-tu le garder? Ouais. Pense-y avant. Parce qu'il y en a qui me disent, ben moi, c'est contre mes valeurs, l'interruption. Fait que c'est ça, je vais le garder. Ben là, ça change ta vie, un enfant, là, à 22 ans, quand tu es en train de bâtir des projets. Ben, tu sais, en même temps, il y a certaines personnes que dans les familles, à 22 ans, tu es supposé en avoir déjà 3, là. Fait que, tu sais, il faut tout parler avec la personne de ses valeurs, c'est quoi qu'elle veut, c'est quoi les risques, jusqu'à quel pourcentage de succès de sa méthode. Tu sais, c'est comme le condom, c'est une bonne méthode, mais il faut tout le temps en avoir un sur la main, là. Puis avoir un partenaire qui est d'accord. Ouais. Ouais. Donc, de ce que j'entends, les deux méthodes de, par exemple, ben, moi qui je sens pas mon cycle puis je vis très bien ma vie comme ça, c'est super, mais c'est tout aussi super que quelqu'un comme toi, Romane, qui veut avoir ses règles, qui veut sentir son cycle. C'est important. Puis quelqu'un qui veut pas de contraception, il faut toujours que ce soit en fait une décision qui est libre et surtout éclairée. Éclairée, voilà. Voilà. Mais j'ai quand même été accompagnée là pour. Moi, j'avais vu la sage-femme de ma sœur. Intéressant. Ça me faisait trop peur, les gynécologues. Donc, ma sœur avait posé son stérilet, puis j'avais rencontré sa sage-femme pendant le rendez-vous, puis j'étais genre, oh, je l'adore. Donc, on avait beaucoup parlé, etc. Puis, c'est juste que dans l'idée de se reconnecter à ces signaux, j'avais l'impression que tous ces signaux-là étaient mon signe que j'étais en bonne santé. Donc, je l'ai comme laissé aller, puis ça va bien. C'est juste que j'ai comme des questionnements sur est-ce que je dois quand même souffrir à tous les mois? Est-ce que le SPM, je dois quand même le subir? Enfin, il y a quand même toute cette partie-là où je me dis toujours, j'ai pas besoin de souffrir, mais en même temps, moi, c'est mes signaux. Genre, en tout cas, comme... Tu as plein de choses intéressantes dans ce que tu dis. Pour ce qui est du SPM, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il augmente avec l'âge. Ah ouais. Donc, c'est vraiment... Pourquoi? Parce que le cycle est comprimé, tout varie plus vite parce que c'est la même quantité d'hormones. Et puis, il y a des femmes qui n'ont jamais eu d'SPM qui se mettent à en avoir fin de la trentaine, puis ça augmente jusqu'à la ménopause, vraiment. Fait que ça, c'est poche. Ouais. Fait que c'est bien que tu te questionnes. Maintenant, tu dis, je me sens en santé, tu as tout à fait raison. Parce que moi, je suis une physiologiste. Ce que j'aime dans le défi du remplacement hormonal, c'est de mimer la physiologie le plus possible. Des fois, je peux pas, mais quand je peux, je le fais. Mais les variations d'hormones à tous les jours, le fait que les oestrogènes varient dans notre corps à tous les jours et la progestérone, ça vient moduler le nombre de récepteurs aux hormones qu'on a sur nos cellules et la sensibilité des récepteurs. Donc, ça a toute une fonction, ça, on abolit quand on fait une pilule contraceptive. Donc, tu as raison que, oui, tu es plus en santé. En fait, moi, je suis contre les pilules. Tu sais, le moins de pilules possible, puis les bonnes habitudes de vie, on s'en tire pas mal bien avec ça, là. Mais oui, tu as raison d'être en santé puis qu'il y a un rôle à ça. Mais est-ce que je vais souffrir? Moi, je pense que si à un moment donné, ça vient trop souffrant, je pense qu'on a des bonnes études de sécurité sur la pilule contraceptive à long terme. Puis surtout, il ne faut pas oublier que les pilules ont beaucoup changé depuis 50 ans. Ouais. Il y a eu différentes générations de pilules. Puis depuis toutes ces années-là, ce qui a changé dans les pilules, c'est la dose d'estrogène. On n'a pas arrêté de la baisser. On est passé de 50 microgrammes dans les années 70. 50 microgrammes? Oui! Moi, j'ai connu ça là quand j'ai là! commencé le Ovral 50. Puis là, ça a baissé à 35, à 30, à 20 et on a Lolo 10 maintenant. Wow. Fait que beaucoup de changements positifs. On est capable de fine-tuner la dose qui va être efficace pour remplacer. Puis le progestatif, dans chaque pilule, en plus de baisser la dose, chaque génération, c'était la sorte de progestérone qui changeait dedans. Donc, au début, on a coupé les progestérones pour avoir des progestérones qui avaient moins d'effets androgénisants, justement l'acné, les poils et tout. Puis après ça, on a enlevé l'effet rétention d'eau avec la drospirénone, qui est absolument spectaculaire. J'adore. Puis c'est ça qu'il y a dans la nouvelle pilule Slim, juste avec la progestérone. C'est notre nouveau. Et là, on vient d'avoir une nouvelle génération qui est un changement total. C'est la première pilule qui a un nouvel estrogène dedans.
On a toujours eu éthylèstradiol. Ouais. On a changé la dose 50 à 10. On a la nouvelle pilule maintenant qui contient du E4. C'est de l'estétrol. Puis c'est un estrogène qui serait moins dommageable, plus doux. Alors ça, vous voyez comment la pilule s'est améliorée et qu'on continue de faire des recherches là-dessus. Ouais. Donc, je parle de E4 parce qu'on a 3 estrogènes chez la femme, E1, E2, E3. E1, c'est l'estrone, qui est un estrogène faible sécrété toute notre vie. E2, c'est l'estradiol, c'est lui qui varie pendant le cycle menstruel. L'estriol, on le produit pendant la grossesse. OK. Et l'estétrol est produit par l'embryon des femmes enceintes. Ah, intéressant. Fait que ça avait été étudié il y a plusieurs années, mais pour être justement utilisé, mais ils trouvaient justement que c'était un estrogène qui avait de trop faibles effets. C'est pour ça que c'est l'estrogène synthétique, éthanylestradiol, qui a gagné la mise pour les pilules. Mais là, l'estétrol vient d'arriver dans le Nextstellis. Donc, on a des nouvelles pilules très intéressantes. À suivre. À suivre, tout à fait. Puis, je veux revenir en tout début d'épisode quand vous aviez mentionné quand la pilule classique s'est prise normalement 21 jours, tu l'arrêtes 7 jours pour avoir tes règles, et que vous aviez nommé que parfois, quand on le prend en continu, c'est 1 semaine de plus d'hormones et que ça, les effets à long terme sont pas connus. Puis, je me posais la question parce que je sais ont été faites plus avec du 21 sur 28 jours. OK. Fait que moi, j'ai pas tendance à prescrire le 28 d'emblée. Juste pour le choix social de ne pas être menstruée. Moi, il faut que j'aie une autre raison pour prescrire en continu. Par exemple, une femme qui a des migraines. Elle, à chaque fois que ses hormones chutent, là, clac, la migraine part, bien, elle, on aurait avantage à y donner en continu. Une dame qui fait de l'endométriose, qui a des douleurs terribles, puis que les variations hormonales est sensible à ça, on serait peut-être mieux d'y mettre en continu. Donc, pour avoir... Si j'ai une autre indication, je vais le mettre en continu. OK. Il y en a une pilule qui est 24 sur 28. Ah, OK. Ça, c'est Yaz. Oui. Faut que je pas supposer rien nommer, là, mais c'est 24 sur 28. Ça, c'est intéressant, c'est qu'ils se sont rendus compte que ça prend juste quelques jours d'arrêt pour déclencher la menstruation. OK. Puis on évite d'avoir une ovulation pendant cette période-là. Parce que celle qui arrête 7 jours, les pires pilules à oublier dans votre boîte pour être enceinte, c'est la première et la dernière. Parce que là, vous allez avoir 8 jours sans pilule et c'est prouvé que les femmes peuvent ovuler en 8 jours. Oh là, Donc, quand vous oubliez une pilule au milieu du paquet, c'est moins pire, mais la première, la dernière, là, c'est pas bon quand on a du 21 sur 28. OK. Donc, ce que je retiens de tout ça, c'est que si on choisit d'aller vers la contraception, il y a plein de pilules, il y a plein de choix différents. Absolument. Elles sont étudiées, sont sécuritaires. Puis ce qui est important, c'est d'avoir une discussion ouverte et honnête avec sa médecin pour voir qu'est-ce qui nous convient le mieux. Voilà. Parfait. Tout à fait. Romane, tu sais où? Pardon, allez-y. Ben, on avait parlé des mythes aussi de la pilule pendant que j'y pense. Allez-y, j'oublie. C'est le moment. Mais le premier mythe que les mères disent à leur fille, la pilule va te rendre infertile. Absolument pas. C'est juste que quand on prend la pilule, on a un segment à chaque mois, quand on le prend 21 sur 28 jours. Ce n'est pas un segment d'ovulation, c'est un segment artificiel créé par la pilule, mais ça n'affecte en rien votre fertilité plus tard. Ni le stérilet hormonal qui fait que l'endomètre ne saigne pas à chaque mois. On enlève le stérilet, on arrête la pilule, notre cycle menstruel va reprendre en 4 à 6 semaines. D'où le deuxième mythe. Dans le temps, il disait, même dans les textbooks là, de médecine, il y avait une maladie... il appelait ça l'aménorrhée post-pile. Aménorrhée, absence de menstruation. J'ai lu ça, oui. Il disait que quand tu arrêtais la pilule, tu pouvais être 6 mois sans être menstruée, puis c'était pas grave. Je dis, voyons donc. On dit aux femmes, oublie pas une pilule de ta boîte, tu peux ovuler, puis après ça, on dit que tu peux être 6 mois, voyons donc, ça n'a pas de sens. Fait que ça n'existe pas. Donc, quand une femme arrête la pilule, son cycle reprend en 4 à 6 semaines. Si ça n'arrive pas, ce n'est pas normal. L'autre mythe, c'est de ne pas être menstruée, c'est pas grave. Non. On parle sans pilule, rien au naturel. Là, combien de femmes vont consulter le docteur? Docteur, j'ai mes cycles 2 fois par année. Ah, c'est pas grave, t'es énervé, c'est tes études, ça va revenir, c'est le stress.
Une femme qui saute plus que 3 mois par année, c'est pas normal. Moins de 9 cycles par année, c'est pas normal, il faut investiguer. Ouais. Souvent, c'est les ovaires polykystiques, c'est sous-diagnostiqué. Puis une autre des raisons aussi, puis j'ai un épisode entier là-dessus, c'est le REDS, donc le Relative Energy Deficit Syndrome in Sports, donc chez les femmes et les hommes aussi qui s'entraînent beaucoup, qui ne mangent pas suffisamment. Ça, c'est quelque chose qu'on va observer chez les femmes, la perte des règles. Et parfois, justement, ce que les médecins vont dire, « Ah, mais non, mais t'es super active, tu fais 400 km de vélo par semaine. » Mais merci de le rappeler, mais ce n'est pas normal. Effectivement. Puis un autre point, c'est que les femmes s'en rendent compte quand ils perdent leurs règles parce qu'ils se surentraînent ou qu'ils n'ont pas assez de pourcentage de gras corporel. Les hommes, eux autres, ils n'ont pas de menstruation pour leur dire. Ils sont tout autant affectés. Donc, quand ils nous consultent pour une baisse de testostérone, baisse de libido, bien, il faut questionner leur entraînement physique. Puis là, ils me disent, ben oui, mais c'est supposé être bon pour ma santé. Oui, mais trop, c'est trop. Oui. Puis, ce qui est intéressant, ma patronne aux États-Unis avait étudié la suppression de l'axe induite par le sport. C'est génétiquement déterminé, ça aussi. Donc, vous prenez 10 femmes qui font le même entraînement, le même poids, le même pourcentage. Il y en a 3 qui ne sont pas menstruées, 7 qui le sont. Et on a trouvé chez ces femmes-là des mutations qu'on retrouvait dans les déficits congénitaux des hormones de la puberté. Fait que c'est très, très important à questionner. Mais tu parlais tout à l'heure, Romane, des gynécologues. Oui. On va en parler. mais c'est vrai, parce que je l'entends souvent aussi, j'ai peur d'aller chez les gens. C'est pas à eux que revient la charge de prescrire ou discuter de contraception. Là. C'est qu'un petit volet de leur pratique. C'est au médecin de famille. C'est à l'infirmière praticienne. C'est bon de clarifier le rôle c'est de... vrai, mais c'est vrai, à qui tu vas poser ta question? L'examen gynécologique de base, les pap tests, c'est le médecin de famille. On en manque cruellement, mais c'est pas c'est pas à lui qu'appartient le monopole. Alors, quand est-ce qu'on vient le voir, le gynécologue? Gynécologue, c'est quand vous avez une maladie grave, un polype, un cancer du col. Donc, eux s'occupent des maladies graves, mais ils ne font pas la première ligne. Puis, ils font des accouchements, tu sais, 365 jours par année. Fait qu'ils sont bien occupés, nos gynéco-obstétriciens. Puis eux autres, on les garde toujours en deuxième ligne. Endométriose sévère, les diagnostics, les chirurgies, les kystes ovariens persistants. Mais tout le reste, c'est de la première ligne. C'est de la santé de base. Sinon, j'ai envie de dire, à défaut d'avoir un médecin de famille, ce qui est le cas de beaucoup de Québécois, Québécoises, le pharmacien, la pharmacienne peut être une ou très le bonne... guichet d'accès première ligne. Vous êtes dû pour votre pap test aux 3 ans. Vous n'avez pas de médecin. 811, je suis dû pour mon pap test. Ils vont vous trouver quelqu'un faire un pap test. Il y a des cliniques de santé de la femme aussi qui sont gérées par des médecins de famille, c'est ça, multidisciplinaires, mais c'est juste, c'est pas une maladie, là. Tu sais, c'est vrai. La prévention. C'est vrai, hein? Fait que le gynécologue, vous ne seriez pas supposé le voir si vous êtes en santé. On peut pas le voir. On veut pas le voir. C'est ça. Et je voulais te demander, Romane, au début, tu disais que tu avais pris des questions de copines. Moi, j'avais récolté des questions aussi. Puis justement, ça touchait beaucoup la nutrition. Veux-tu qu'on s'assure qu'on les a couvertes? S'il y en a certaines qu'on n'a peut-être pas discutées? Oui, il y en a certaines qu'on n'a pas discutées, mais j'en ai placé une tout à l'heure sur la nourriture. Mais vas-y, si tu veux. Moi, il y en a une, en fait, que j'avais reçue. Puis c'était, autant on parlait, est-ce qu'on adapte notre alimentation à notre cycle? Est-ce qu'on devrait adapter nos entraînements au cycle menstruel? Et ça, je vais citer une collègue, Jasmine Paquin, qui est kinésiologue et docteur en physiologie de l'exercice, qui a fait beaucoup sa thèse, justement, sur l'entraînement à la période de la périménopause à la ménopause. Puis j'ai regardé aussi un peu la littérature là-dessus. Puis elle, ce qu'elle disait, en fait, c'est que c'est un peu une fausse bonne idée. Parce que ça peut venir créer un déséquilibre au niveau de la charge d'entraînement. Donc, par exemple, si lors de certaines phases du cycle, si on est plus fatigué, on serait peut-être plus porté à faire des entraînements à basse intensité, bien, on va pas chercher autant les améliorations au niveau de l'entraînement qu'on veut aller chercher. Puis ça, vous le nommiez justement de l'importance de s'adapter, en fait, aux phases du cycle, mais sans adapter forcément la charge d'entraînement, d'être consciente de l'effet que peut avoir les phases du cycle sur notre ressenti à l'entraînement. Puis elle nommait, par exemple, que lors de la phase lutéale, il est documenté, en fait, qu'il peut avoir un peu plus d'activité inflammatoire au niveau des voies respiratoires, ce qui peut faire en sorte qu'on se sent plus essoufflé. Ou comme je te disais, Romane, tantôt, qu'on a une moins bonne capacité à utiliser les réserves de glycogène, mais que ça demeure important, en fait, de reconnaître, OK, peut-être que j'ai fait un moins bon entraînement aujourd'hui parce que je suis dans mon SPM, mais de pas forcément, il n'y a pas de données scientifiques qui soutiennent, en fait, le fait de complètement
orienter son horaire d'entraînement autour de son cycle menstruel. Puis ce qu'elle disait aussi, c'est que, ben, par exemple, tu t'entraînes pour une course de vélo, un triathlon, peu importe, ben, ton triathlon peut tomber n'importe quand dans ton cycle, donc d'être capable justement de s'entraîner, peu importe où tu es dans ton cycle, c'est important. Mais bref, je trouvais ça, c'est les travaux qu'elle a fait sur le sujet, puis la réponse que je pouvais apporter à cette question-là. Mais c'est vrai que moi, je me rends compte, hein, mais quand j'ai mes règles, je suis beaucoup plus indulgente avec moi-même. Là, je suis genre, là, déjà que j'ai ça, je vais pas m'amuser à faire de l'intensité si je le sens pas aussi. Ça me fatigue, c'est fatigant d'avoir ces règles. Donc, j'avoue que je m'autorise plus à être loose sur mes entraînements. Mais maintenant que tu dis ça, je vais me forcer. Non, mais c'est pas en fait, c'est de respecter son ça peut justement d'être d'écouter, d'être indulgente, mais le point c'était plus que de pas prendre son calendrier de menstruation pour faire OK, ben je vais bâtir mon entraînement autour de ça, mais d'être consciente de voici comment mon corps réagit, puis OK, ben j'ai peut-être un gros entraînement de VO2 max qui est prévu au premier jour de mes règles, ben peut-être mon VO2 max, je vais le faire quelques jours après puis faire du yoga à la place. Donc ça revient à connaître son corps, s'écouter. Puis être à notre écoute. Mais ça fait partie de la vie, les menstruations, le cycle menstruel. Donc, comme on disait avec l'alimentation, intuitif, tu fais très bien ça. Là. Pour ce qui est de la... J'avais fait des études chez les femmes ménopausées avec et sans hormones à 50 ans puis à 80 ans sur la force musculaire, les hand grip. Puis, sans hormones, que la ménopause soit accompagnée sans hormones ou avec hormones. Okay. Exactement. Fait qu'on faisait des études justement de préhension, de force. Puis effectivement, il y a un rôle des hormones là-dessus. Puis pas juste les hormones l'heure de la journée où vous faites le hand grip. Puis c'était comme, il y avait des études qui montraient que le matin, on échappe beaucoup plus le savon dans la douche. C'est pas juste passer du savon, là, mais ça a l'air que même au niveau des performances olympiques des athlètes, dépendant de quelle heure de la journée ils ont performé, il peut avoir des avantages ou des désavantages au niveau musculaire. Fait que c'est le rythme circadien. Les rythmes circadiens, exactement. Exactement. Fait que ça dépasse de beaucoup de choses impliquées là-dedans. Oui, tout à fait. Donc oui, Romane, est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'avait pas répondu qu'on peut adresser pour finir l'épisode? Oui, le rôle des hormones sur la peau, parce que j'ai des amis qui me demandaient pourquoi on a des boutons, pourquoi quand je suis en SPM, ma qualité de peau est moindre. Et en tout cas, il y avait toute cette question. C'est la progestérone. Dans la phase, la modules de progestérone. Enlevez-la. Elle a des petits effets androgénisants. Puis c'est toujours la peau, une balance entre les oestrogènes et la progestérone. Fait qu'en phase lutéale, il y a un peu moins d'estrogène. Ça commence à baisser. La progestérone commence à monter. Fait que là, c'est là que ça apparaît, là. L'acné menstruelle. C'est ça. Fait qu'il y en a qui vont avoir ça toute leur vie. Ça dépend pas de ce que vous mangez. C'est comme ça. Puis est-ce qu'il y a une partie du visage qui est plus affectée? J'ai l'impression qu'autour de la bouche ou je sais pas. Ça varie d'une personne à l'autre, je dirais. Je pourrais pas dire qu'il y a une région plus. Il y en a sur le front, des fois, le thorax, le dos. OK. Mais même sur le corps, c'est même pas que le visage. Oui, ça peut être ailleurs. Oui. OK, mais super intéressant. Vas-y. Non, mais j'allais dire ça s'il y avait d'autres questions. Sinon, j'allais tranquillement conclure. Puis vas-y. Oui, il y en aurait une dernière, mais c'est peut-être... En fait, j'ai 2 questions. Posez toutes. C'est long. La première, c'est comment choisir ses protections aussi. Parce que ça aussi, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de... les pesticides qui sont là-dedans. Comment ça... En tout cas, j'ai l'impression qu'on se fait beaucoup remplir d'informations, mais on ne sait pas trop par où aller. Donc, est-ce que ça, il y a des impacts? Est-ce que le choix de sa protection a un impact sur le cycle? Ça, là, je ne le sais pas. Je pense pas que le choix de ta protection va changer tes hormones. Ça, non. Mais est-ce qu'il y en a une qui est plus sécuritaire que l'autre? Je ne le sais pas. Moi, ce que j'ai vu dans l'évolution avec mes patients, c'est que, tu sais, moi, j'ai connu les serviettes sanitaires. Bon, c'était pas terrible. Les tampons sont venus à la mode. Puis que là, dernièrement, c'est plus la coupe. La coupe, vraiment, la coupe menstruelle. Mais là, est-ce que le plastique est sécuritaire ou pas? Je ne sais pas. Mais la coupe, très populaire. Les culottes menstruelles aussi qui deviennent assez populaires. Qui ont commencé. Je ne sais pas si ça répond à tous les types de flots. Mais bon. Mais bref, il existe différentes options. Mais c'est une bonne question. Non, mais c'est vrai parce que on remet beaucoup en question les matériaux qui sont utilisés parce que c'est vrai que ça touche à la partie la plus sensible de notre corps pendant un moment. Donc,
On se fait... Bien, les tampons, il ne faut pas les oublier. Hein? Il y a ça. le fameux syndrome du choc toxique, là, s'il y a des tampons qui sont longtemps en place. Ah ouais. Moi, je me souviens pas d'en avoir vu là, dans les derniers 20 ans. Là, c'est quand même probablement rare, mais c'est décrit. Mais ça existe comme risque, en tout cas. Ouais. Puis ma dernière question, mais ça, je suis désolée de faire le saut, mais est-ce que... Parce qu'on parle du cycle féminin, mais est-ce que... pour les personnes qui ont des organes génitaux masculins. Ah mon Dieu, oui, c'est tellement important, ça. Est-ce qu'ils ont un cycle? Est-ce que les hormones varient? Les hommes? Oui. Ah, ça, c'est intéressant. Bien là, je vais rentrer dans quelque chose de plus spécifique encore. On n'a pas parlé de l'hormone GnRH, qui est dans l'hypothalamus, qui est l'hormone qui stimule tout l'axe reproducteur chez l'homme et la femme. Donc, la femme, on a parlé des hormones qui varient. Bien, l'hormone GnRH, elle est sécrétée en pulsation. C'est comme un métronome. Moi, c'est fascinant parce que je suis musicienne en plus. Alors, j'avoue, c'est vrai dans le cycle menstruel, on s'est demandé pourquoi ça variait chez la femme. Donc, c'est sécrété aux 90 minutes la première semaine, aux 60 minutes la deuxième, aux 90 la troisième, aux 4 heures dans la dernière. Et tout ça, c'est ça qui va donner nos variations d'estrogène, notre pic de LH puis notre sécrétion de progestérone. Les hommes, on le sait, eux autres, c'est aux 2 heures. Ils ont des cycles de 2 heures? Bien, eux autres, l'hormone est sécrétée aux 2 heures, puis ça fait leur production de testostérone, mais c'est pas un cycle de 2 heures, c'est juste que leur système fonctionne comme ça, mais à ma connaissance, ils n'ont pas un cycle comme nous. La seule chose qui a été décrite, mais encore là, chez très peu d'hommes, c'est que pendant la puberté, c'est la nuit que notre GnRH est activé, pas le jour, c'est la nuit. Puis, ils ont remarqué que chez l'homme adulte, le niveau de testostérone était légèrement plus haut le matin que le soir. Donc, c'est peut-être le... mais ils n'ont pas de cycle comme nous, sur 4 semaines et tout ça. Mais leur GnRH ne varie pas dans la fréquence, mais il peut être inhibé s'ils font trop de sport ou s'ils ont maigri, ou s'ils prennent des médicaments qui peuvent inhiber ça. Tout à fait. Puis, dans la journée, il pourrait avoir une variation hormonale. Mais moi, au début de ma carrière, je me suis intéressée aux variations du rythme circadien puis au jet lag en français. Le décalage horaire. Moi, je connais. Je suis revenue de France hier soir, donc je connais. Alors, je m'étais intéressée au décalage horaire puis au rythme circadien, l'effet justement sur l'axe reproducteur féminin et masculin. Puis il y avait une belle littérature qui montrait que les femmes, ça affectait leur taux d'ovulation, leur menstruation, puis les hommes aussi, ça affectait leurs hormones. Mais ils n'ont pas un cycle comme nous, les hommes, puis ils produisent les hormones jusqu'à leur mort. Mais eux autres aussi, ça commence à baisser à partir de 25-30 ans, mais très, très lentement. Ils n'ont pas de ménopause. Puis l'andropause, bien, certains peuvent en souffrir, mais c'est une minorité, c'est pas la majorité. Je pensais que c'était... Oui. OK, je savais pas. Moi, je pensais que c'est tous les hommes allaient pas passer... du tout. Okay. En fait, tous les hommes ont une baisse hormonale, mais c'est seulement un faible pourcentage qui va avoir des symptômes associés ou qu'il va falloir devoir leur en donner. Donc, peut-être qu'il y en a que ça baisse plus. Mais souvent, ce qu'on se rend compte, parce que l'andropause, dans le fond, la définition, c'est baisse de testo reliée à l'âge. Mais avant de dire que c'est l'âge, il faut tout éliminer les autres causes. Puis 90% du temps, on trouve une autre cause. Ah, c'est fou. C'est parce qu'ils ont pris du poids, c'est parce qu'ils sont diabétiques, c'est parce qu'ils prennent de la cortisone, c'est parce qu'ils ont été malades. Un homme, juste avoir un bébé, l'année d'après, produit moins de testostérone. Fait qu'ils ont des phénomènes adaptatifs, je dirais, les hommes, mais ils n'ont pas de cyclicité comme nous. Et ta question, Romane, ça me fait penser aussi, il y a eu des études ou quelques molécules qui avaient commencé à être développées, des pilules contraceptives, mais pour messieurs. Oui, c'était des pilules à base de progestérone, justement, qui inhibent le GnRH. Mais les spermatozoïdes sont faits forts, hein? Tu sais, il y en a en moyenne 15 millions au moins. Pour être fertile, 15 millions par millilitre à chaque éjaculation, là. Bien, il faut que la progestérone élimine ces 15 millions-là. Il ne faut pas qu'il en reste un, parce que un, ça... Fait que ça n'a jamais été 100% autant... C'est pas facile de faire une contraception pour hommes. OK, parce que j'avais lu aussi que, bon, certains des essais avaient été stoppés parce que les hommes avaient des effets secondaires, nausées, variations d'humeur, puis ça avait un peu amené le truc, ben là, nous, on endure ça, pourquoi? Mais c'est intéressant, après, l'explication physiologique aussi, que pour développer un contraceptif utile pour
les hommes, ben, c'est qu'il faut être capable d'éliminer 15 millions de spermatozoïdes Oui, qui puis sont... qui ne reviennent pas, qui sont vigoureux. Là. Ouais, C'est ça. OK. Les autres, ils ont une machinerie puissante. Là. Et là, j'avais entendu parler des méthodes pour chauffer, justement, parce qu'à une certaine... ça a été étudié, mais ça, ce que ça fait, ça élimine pas la production, ça fait qu'ils sont moins mobiles. Donc, non, ça n'a pas marché, ça non plus. Chauffer les testicules, ça ne marche pas. Ni les refroidir pour Dit la comme ça. fertilité. Et la dernière question, Vas-y. mais il y a la vasectomie aussi, qui est une solution. Mais ça, j'avais entendu parler que c'était réversible. Ça peut être réversible. Okay, Ça mais il y a dépend un de la risque. façon que ça a été fait, mais il n'y a pas de garantie. Okay. Puis ça dépend aussi du nombre d'années que tu l'as fait. Donc, ça s'appelle une vasostomie. Mais disons que les urologues, quand ils font des vasectomies, c'est pas dans le but de faire des reconnexions. OK, d'accord. Alors, si l'homme est plutôt jeune, puis qu'ils vont plutôt y offrir de faire une banque de spermatozoïdes congelés pour Okay, plus tard, sans avoir à reconnecter. Je comprends. OK. Super. C'est des bonnes questions. Ben oui, donc tantôt, je disais on allait conclure tranquillement, mais s'il y en avait d'autres romans ou... Ouais, Moi, que ce soit, j'aurais peut-être allez-y. une dernière chose à Allez-y, dire, parce qu'on n'a allez-y. pas parlé beaucoup fertilité, mais je disais tantôt que la période fertile, c'est moins 6 jours plus 2. Les spermatozoïdes, ça vit 6 jours dans le corps des femmes. Okay. C'est là le moins 6. Ah! Puis pourquoi juste plus 2? C'est parce qu'une fois qu'on ovule, la progestérone épaissit les sécrétions vaginales, puis c'est plus difficile pour les spermatozoïdes de monter. Okay. Donc, comment calculer sa période fertile? Je pense que c'est important, c'est que vous prenez la moyenne, mettons, de vos 6 derniers cycles. Mettons que ça fait 31 jours. Bien là, vous faites moins 14 parce que c'est toujours fixe la phase, la deuxième phase. C'est la première qui varie en accordéon. Okay. Ouais. Donc, 31 jours moins 14, ça veut dire que vous ovulez jour 17. Ça veut dire jour 11 à jour 19. C'est là où vous pourriez être enceinte. Donc, prochaine fois, je commence mon jour 1, je compte jusqu'à 11, puis là, il faut que je fasse attention. Okay. Quand les cycles varient beaucoup, je dis aux femmes, prends ton cycle le plus court puis le plus long. Ah ouais. Puis prends le moins 6 le plus court jusqu'au plus 2 le plus long. Là, tu vas avoir peut-être une période de 2 semaines, mais quand tu commences, tu ne sais jamais si tu vas avoir un court ou un long. Fait que ces 2 semaines-là, il faut que tu fasses attention. Ah ouais. Parfait. Mais encore là, c'est pas garanti. Ouais, c'est... Mais savoir qu'on est fertile 1 semaine par mois, c'est important. Ouais. C'est pas juste la seconde qu'on a Non. vue. Ah oui, c'est vrai. Super. Pour conclure, Romane, toi, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode-ci? J'aime faire le tour de table, parce que moi, j'ai appris beaucoup de choses moi aussi. J'ai aussi. beau faire un dossier de recherche, à chaque fois, j'apprends des tonnes de choses. Mais toi, qu'est-ce que tu retiens? Je retiens surtout que la pilule peut venir réguler plutôt que détruire les hormones. En tout cas, moi, je voyais vraiment ça d'un œil quand même assez négatif parce que j'avais l'impression que les hormones ont, le plus naturel, le mieux c'est. Mais je comprends très rapidement dans l'épisode que finalement, ça vient surtout réguler. Puis si ça peut permettre à certaines femmes de mieux vivre au quotidien, j'adore la pilule. Donc ça, ça c'est vraiment la belle mise à jour dans mes informations à sujet de la contraception. Puis après, de toute façon, si ça n'avait pas été un épisode dans lequel j'aurais participé, je l'aurais écouté. Puis de parler aussi de ce que les hommes vivent dans leur propre réalité aussi, ça je trouve ça important parce qu'on met beaucoup de responsabilités de contraception, de tout ça sur les femmes, mais je trouve ça important de dire que ils produisent des spermatozoïdes, puis que ça peut aussi être étudié, que on peut aussi se poser la question de comment arrêter la production pour que la contraception soit peut-être plus partagée. Donc tout ça. En tout cas, merci full pour ça. Mais moi aussi, autant plaisir. à force j'arrivais avec, quand j'ai fait le dossier de recherche, j'ai préparé l'épisode avec, la désinformation en ligne, mais aussi inconsciemment avec l'a priori un peu négatif face à la pilule, puis ça me fait penser au biais d'exposition répétée où plus on est exposé à une information, qu'elle soit vraie ou fausse, et plus on est porté à croire qu'elle est vraie. Ouais. Puis, moi aussi, je suis sur les réseaux sociaux et moi aussi, je suis exposée aux témoignages négatifs face à la pilule, donc ça fait du bien de remettre la science de l'avant puis de rappeler, en fait, justement, que contraception ou non, il faut toujours que ce soit un choix pour soi qui est fait de façon libre et surtout éclairée. Oui, absolument. Et vous, Dr. Lavoie? Moi, les hormones, c'est mes amis. Oui. Alors, les bénéfices dépassent grandement les risques. Il faut simplement ajuster la bonne dose au bon moment dans la vie de chaque personne.
puis de ne pas tout mélanger les hormones dans le même panier. Et détruire les mythes, justement, ça ne donne pas l'infertilité, ça ne cause pas de l'absence de menstruation. Les effets sont réversibles à l'arrêt, même les stérilets hormonaux. L'endomètre va se recréer. Si ça n'arrive pas, c'est parce qu'il y a un autre problème qu'il faut investiguer. Donc, il ne faut pas avoir peur des hormones, mais il ne faut pas non plus en prendre à gogo. Je mettrais un petit peu en garde contre beaucoup de cliniques parallèles qui se sont développées au Québec et qui donnent des hormones sans avoir de formation en endocrinologie à des femmes, soit qui rajoutent de la progestérone alors qu'il n'y a pas d'indication, soit qui rajoutent de l'hormonothérapie sur des cycles déjà présents, soit qui donnent de la testostérone aux femmes. Mais on n'a pas besoin de testostérone. On en produit. On a 2 ovaires, 2 surrénales. D'où ça sort? Alors, il faut être très critique là, de ce qui se fait actuellement au Québec. Puis les endocrinologues, on est très aux aguets de ça. Le Collège des médecins est aux aguets de ça. Mais les hormones, c'est pas des bonbons. Et puis, il faut les utiliser à bon escient. Mais quand ils sont bien utilisés, c'est absolument sécuritaire. Et pour terminer, ma dernière question pour vous, justement, avec la vague de désinformation qui est en ligne, est-ce qu'il y a des ressources auxquelles vous pourriez référer des hommes, des femmes qui se questionnent et qui sont un peu perdus? Justement, je cherchais ça en m'en venant. L'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, fait une mise à jour sur la contraception. Puis il y en a une belle de 2024, là, où c'est accessible à tout le monde. J'aime aussi beaucoup le site de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada et du Québec. Donc, ils ont aussi de l'information là-dessus. Puis c'est très, très à jour. Donc, je pense qu'on a des sources de bonnes informations qu'on devrait aller lire plutôt que de lire... des témoignages qui sont importants à entendre, mais qui sont alarmistes. Moi, je pense que ces gens-là qui font des témoignages alarmistes, bien, c'est leur vie de publier des choses un peu chocs. Puis des fois, bien, ils manquent de sujets, fait qu'ils ressortent des vieilles affaires. Oui. Mais les 2 ressources que vous nommez, on les mettra dans la description de l'épisode. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup à vous 2. Ça a été super agréable, hyper intéressant et je crois que ça va être un épisode qui va être très, très éclairant, autant pour les femmes, mais que pour les hommes aussi. Absolument. Parce que oui, les hommes Ils vivent avec les femmes. Vivent avec les femmes et gagnent à comprendre justement qu'est-ce qui se passe dans le corps des femmes. Donc, merci beaucoup à vous 2. Merci à toi, Myriam. Merci beaucoup.